Salut les petits loups! Alors on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode des GG. Et ce soir, toujours pour m'accompagner, mon fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques! Salut les gars. Ça allait bien? C'est quoi cette imitation de film X là que tu me fais là? Ah non merde, j'ai imité un mec qui fait du sport. Ah, ça Bon, doit remarque, t'en tu me fait pas diras, souvent alors, parce que c'est pas comme ça. On aurait dit Rocco Siffredi en train de limer Julia Chanel, pour les plus anciens. Oh putain, ça y est, il m'a renvoyé dans les années 90 quoi. Ah oui, l'époque de la branlette. Bon, alors ce soir, on n'est pas tout seul. On reçoit avec nous le coach Jérôme. Vous entendez ou pas là? Ouais, nickel. Ouais, c'est bon. Ouais, Comment vas-tu? C'était le mec qui pétait, non? Ouais, tu m'as l'air de péter. Comment vas-tu, Jérôme? Ça va, super. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais me mettre la musique de Véronique et Davina. Eh ben non, tu vois. Moi, j'aurais parié sur une musique de C. Jérôme, mais bon. C'est Jérôme. Eh ben non, j'ai mis C'est Monsieur Jérôme, Muscle. Mais non, je reste dans les années 90, Mister Muscleman, voilà, c'est très bien. Bon alors donc aujourd'hui, on reçoit Jérôme qui est coach sportif et qui va nous parler de sport et qui est aussi dans le hobby en même temps. Voilà. Il fait les deux choses, du sport et du hobby. Voilà. Ouais. Alors, je vais t'essayer de présenter Jérôme. Ouais, donc Jérôme Poison, donc j'ai 44 ans, donc je suis donc dans le nord de la France, plus particulièrement à Calais, à 1 heure de Lille, hein, donc sur la côte. Et donc je suis donc coach sportif depuis 2003, donc ça fait donc, plus de 20 ans. J'ai j'ai 2 magasins, j'ai un magasin de compléments alimentaires que je tiens avec ma femme diététicienne et D'accord. un loft de coaching où j'entraîne des petits groupes d'adultes ou des personnes en cours particulier. D'accord. Et à côté de ça, je fais également tout ce qui est programme en ligne pour des gens qui veulent s'entraîner en salle de fitness ou à la maison. D'accord. Ah ouais, c'est quand même, ça rigole zéro quoi. C'est du lourd quoi. Oui, donc après, je suis aussi dans le domaine de la compétition pour tout ce qui est concours de bodybuilding, Miss Bikini et compagnie. Donc ça, c'est fait en activité parallèle et bon, voilà, c'est déjà pas mal, hein, on va dire. Donc toi-même, tu es bodybuilder, c'est ça? Oui, donc D'accord, ok. compétition. J'en ai quelques-uns sur Facebook. C'est quoi ton pseudo sur Facebook? C'est le même, c'est Jérôme Poison en fait. Ah, Jérôme Poison, non. Parce que j'en ai deux, trois. Là, il y en a un qui c'est BW Painting aussi qui fait. Je sais pas si tu connais, il est pareil, il est bodybuilder et donc c'est toujours C'est pas un mec qui fait du toujours marrant. modélisme aussi. Ouais, complètement, ouais. Il est dans le hobby, ouais. Ouais, Je crois même qu'il est peintre, ouais. j'ai vu passer sur Instagram, ouais. Ouais. Donc, D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné en fait l'idée de faire en fait ce qu'on va faire, enfin on va peut-être expliquer ce qu'on va faire. Une série, normalement une série de vidéos où Jérôme va vous montrer en fait des gestes simples pour pour nous détendre les muscles et tout. Par exemple, quand on est tout le temps sur notre chaise de bureau, etc., etc. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée en fait de venir me contacter justement pour qu'on fasse ça, pour qu'on parle de sport dans le hobby, etc. en fait, moi j'ai repris le hobby après une pause de plus de 20 ans, donc pendant la période Covid. D'accord. Donc je me suis replongé dedans et donc j'ai découvert le milieu du hobby au travers des vidéos YouTube, sachant que moi je suis dans le milieu du feed game, donc c'est un milieu qui est complètement différent du hobby. Et le milieu du hobby sur les chaînes YouTube, hein, je trouve ça vraiment intéressant, la communauté, et j'avais envie d'apporter un peu ma contribution. D'accord. Je te cache pas que j'avais contacté d'autres chaînes YouTube et qui m'ont jamais vraiment, enfin qui m'ont toujours, on va dire, dit ok, on va faire ça, et au final, pour l'instant, il s'est jamais rien passé. D'accord. Toi, t'es le premier à répondre un peu à cette idée déjà de faire un podcast et puis après proposer pourquoi pas du contenu à ce sujet. Oui. Alors après, j'entends bien que
entre le hobby et la remise en forme, c'est pas forcément les deux milieux les plus reliés, mais moi mon but justement c'est d'essayer de relier un peu les deux. Donc je comprends aussi que d'autres chaînes n'ont pas forcément adhéré au concept de m'accueillir pour parler de ça, mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'il justement il y a personne qui en parle, donc ça pouvait être une activité originale à mettre en avant. Puis surtout moi je suis très axé sur le côté prévention, pédagogie, puis essayer de sensibiliser les gens pour leur santé en fait. D'accord. Ok, je vois. Et qu'est-ce que tu, enfin, en tant que hobbyiste, vu que tu sais ça et tout, qu'est-ce que tu penses qu'on fait mal en fait quand on peint ou quand on fait des choses comme ça trop longtemps, qu'est-ce que tu trouves qu'on fait mal en fait? Alors en fait, donc qu'on fasse du hobby ou des activités de jardinage ou des activités statiques ou des activités autres, on va toujours avoir dans notre environnement des conseils du style tiens-toi droit, ou si tu travailles par exemple comme les gens qui travaillent sur les chantiers ou autres, ils vont avoir des formations en manutention pour réussir à bien placer leur dos pour soulever des objets ou déplacer des matériaux. Mmh. Et en fait, que tu fasses des soulevés de poids lourds à ton boulot ou que tu restes assis à faire ton hobby, en général, tu ne peux jamais te placer comme il faut pour être en santé au niveau de ton dos notamment. Parce que quand tu peins, en fait, tu es obligé de pencher en avant, Ouais. que ce soit avec un bureau rehaussé, parce que j'ai déjà vu des youtubeurs qui faisaient, qui avaient fait, c'est le gars, c'était Pating Koch, je crois, qui avait fait une vidéo où il expliquait qu'il rehaussait son bureau pour se tenir plus droit. Oui. C'est un fait, c'était une bonne chose. C'est comme mettre un écran d'ordinateur en face de soi plutôt que de le mettre sur sa droite ou trop bas ou trop haut. C'est évidemment une bonne chose, mais en général, quand tu peins, si tu as accédé à des zones de peinture, comme dans les creux de la figurine, ou si tu la retournes un peu dans tous les sens, tu vas forcément tourner ta tête de droite à gauche, te pencher, prendre des positions qui sont anatomiquement pas bonnes à réitérer à longueur de temps, qui vont forcément provoquer des raideurs, des tensions, et à court moyen terme, des douleurs chroniques qui vont se transformer en des douleurs persistantes en fait. D'accord. Donc moi l'idée c'est de proposer des exercices relativement simples à réaliser chez soi, Mmh. à faire avant la peinture et ou après la peinture. D'accord. Donc on sait très bien que quand on fait du hobby, comme tout hobby, ça prend du temps. Et si tu veux le concilier avec ta vie professionnelle, ta vie familiale, finalement, si tu dois prendre du temps pour faire de l'activité physique, il y en a beaucoup qui ne savent pas le prendre ou qui ont très peu de temps pour ça en fait. Donc l'idée c'était de proposer 3 exercices par jour à faire qui peuvent s'alterner, D'accord. qui permettrait donc justement d'être beaucoup sur le préventif. Parce que tant qu'on n'a rien, on peut se dire ouais c'est sympa ce qu'il dit, mais bon je m'en fous. Et à partir du moment où il t'arrive quelque chose, c'est là où généralement les gens me contactent. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils me contactent quand ils ont mal, et ainsi ils pouvaient faire quelques mouvements par jour, et ça leur permettrait justement d'éviter de faire appel à moi, simplement en mettant en place quelques mouvements qui au final font du bien et qui te permettent, une fois que tu les pratiques régulièrement, de te sentir mieux et de créer un besoin qui fait que tous les jours tu ressens l'envie de les faire, et quand tu les fais pas, tu dis ah là il faut que je fasse mes mouvements parce que je me sens noué, ou j'ai des tensions dans le bas du dos, etc. D'accord. Donc D'accord. c'est des étirements, des choses comme ça, des gestes particuliers qui vont en fait détendre les muscles, tout ça, c'est En fait, quand tu es sur une activité de hobby, en fait, en général, soit tu es assis et tu peins, tu fais ton modélisme, et donc tu es forcément penché en avant, ou soit tu joues, donc tu es debout, tu piétines. Tu piétines et tu penches en avant parce que ta table de jeu, elle n'est pas à 2 mètres de haut, elle est forcément au niveau de ton bassin, donc tu vas pencher constamment en avant et piétiner sur place. Donc, c'est tout ce qui fait que ça va créer des tensions à un moment donné. Si tu fais une partie de Warhammer 40 000 à 2000 points, si ça dure 4 heures, c'est difficile de rester 4 heures debout. À un moment donné, tu ressens le besoin de t'asseoir. Ouais, carrément. Si tu piétines, tu penches en avant. Et des fois, j'ai mal au dos et tout, ça m'arrive en fait d'avoir des petites douleurs au dos quand je fais une partie un peu longue, quoi. Ça m'est déjà arrivé, ouais.
c'est tout à fait logique, et même quelqu'un qui fait du sport régulièrement, moi si je fais une partie le samedi, je peux pas rester 3 heures debout à piétiner, c'est très désagréable parce qu'en fait, être debout, piétiner, penché en avant, le corps humain n'apprécie pas du tout en fait. Donc après, quand on joue, on va pas faire autrement, on va pas dire bah écoute, je vais m'asseoir parce que c'est à moi de jouer, donc je suis obligé de rester debout, ou bien si la personne a une mesure à un angle de distance que je veux vérifier, je suis obligé de me relever, je vais pas lui dire bah, écoute, je m'assois 10 minutes, on reprend dans 10 minutes. Mais ça va être plutôt tout ce qu'on va faire avant la partie, après la partie, avant sa peinture, après sa peinture. Hein, donc, Mais est-ce que tu penses qu'en fin de compte, parce que bon, voilà, ce que tu dis là, c'est intéressant, mais est-ce que tu penses qu'en fin de compte, on ne devrait pas aussi adapter notre mobilier, si je puis dire? C'est-à-dire, est-ce que nos tables de jeu sont trop basses, nos bureaux sont trop bas, ou alors on n'a pas des bons sièges, tu vois ce que je veux dire? bah, oui, évidemment, je vais te dire, après, si tu vas jouer dans ton association, tu vas prendre les tables que, par exemple, la mairie te met à disposition. Donc, si tu dis, bah non, toi, tu veux une table surélevée parce que tu joues debout avec la table à hauteur de la poitrine, pour faire ces tables-là, ça va être un peu compliqué. Généralement, les gens ils vont dire, bah c'est super ces tables-là, mais nous, on les a pas à notre local. Et après, évidemment, il faut pouvoir passer par des phases assises. Donc ça, bon, les chaises, on en a partout. Mais l'adaptation du mobilier, c'est une chose, mais dans la réalité, c'est fort peu réalisable en fait, hein, sauf si on a tout ce qu'il faut chez soi, puis qu'on reçoit tout le temps ses amis à la maison, puis qu'on peut jouer sur une table qui est plus élevée. Encore que, quand on joue avec des gens, moi je vois quand je vais à mon association, je vais avoir des grands gaillards qui font 1m90 et puis des bonhommes qui font 1m60, donc au final la table elle sera jamais adaptée. C'est clair. C'est comme quand tu vas en salle de muscu, t'as énormément de machines, mais la machine elle s'adapte pas à toi en fait. C'est souvent tu dois adapter la machine par rapport à ta morphologie, et c'est ce qui fait que les gens généralement ils se font mal parce qu'ils savent pas régler l'appareil, mais l'appareil en lui-même il est pas adapté à une personne d'1m70 que une personne d'1m90 quoi. Oui, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, enfin moi je fais 1m90 justement, et c'est vrai que quand on est grand, on se rend compte qu'en fin de compte, le monde n'est pas adapté aux grands, et il est adapté aux gens de taille moyenne, quoi, et tout, donc je suis pas 1m70, et c'est vrai que bon, bah, quand tu vois tu devant l'évier, tu devant le lavabo, tu devant les trucs, bon, bah, tu le truc qui t'arrive au niveau des couilles, si je puis dire, et du coup, tu te retrouves tout le temps, on va dire, en train de te baisser pour faire la vaisselle, pour faire le truc, et tu toujours ton dos, en fait, en sorte de tension, quoi, et tout, et c'est vrai que ça te flingue le dos, quoi, ça, c'est clair et net. Et justement, bon, bah, tu peux pas adapter, comme tu dis, voilà. Tu joues avec un pote qui fait 1m60 et toi, tu fais 1m90, et de toute façon, il va falloir monter, descendre la table, quoi. Tu vois, il faudrait mettre une table électrique, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour ça. Mais par contre, on peut aussi peut-être mieux s'adapter quand on peint. Enfin, on peut mieux adapter notre mobilier quand on peint. Tu vois, un bureau, une bonne chaise, ou je sais pas, tu vois, si. Il y a Oui. peut-être des chaises mieux adaptées que d'autres, je sais pas, tu vois. Alors en fait, ça va être simplement de surélever le bureau pour que le bureau soit à la hauteur de la poitrine, pour que tu puisses poser tes coudes et rester droit en fait. Donc D'accord. idéalement, Ça, c'est souvent impossible en fait. Hein, ah oui, surélever la plupart des gens, ils ont des bureaux classiques, ils peuvent pas les surélever. Par contre, ils peuvent acheter une chaise ou un siège, en tout cas, avec une assise basse. Moi, c'est oui, ce que j'ai fait. J'ai un siège avec assise basse et du coup, mon bureau, il est juste en dessous de mes épaules en fait. Donc, oui, c'est ça, c'est l'inverse. C'est soit tu as un bureau qui se surélève, ou soit c'était le siège qui s'abaisse. Donc après, exactement. là où Non, mais c'est con, hein, mais en fait, je pense que c'est plus facile de trouver un siège avec une assise basse des fois que de. Ah, t'as des sièges, t'as plein de sièges maintenant, enfin t'as plein de bureaux électriques, quoi, et tout, ça se vend Ah ouais, partout. putain, Ouais. mais oui, bah d'accord, mais là, je sais pas, c'est un Ouais. lourd investissement, non? Attends, t'as vu l'oseille qu'on fout dans les figurines, s'il te plaît? Ah, ouais, d'accord. Ouais, bah ouais, je suis désolé, c'est 200 balles un bureau électrique, donc c'est rien du tout, hein. C'est une boîte de Deathwing. Donc bon, voilà, faut pas non plus abuser, tu vois. 200 balles, c'est rien, sincèrement. Donc voilà, quand on est capable de mettre des milliers des cents dans des figurines, on peut peut-être aussi se mettre un peu d'oseille dans un bureau pour éviter de se niquer le dos, quoi. Je sais pas. Une boîte de figurines en moins, et puis on se prend un bon bureau. Voilà, je sais pas.
Non? Bah, ouais, si, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, quand tu ne fais pas d'activité spécifique pour ton dos, par exemple, bon là on parle du dos, mais évidemment on peut élargir sur plein d'autres aspects de la remise en forme. Mais Mhm. quand tu fais certains mouvements pour ton dos, tu te rends compte que ça te fait du bien et que tu apprends par les exercices à mieux te tenir. Tu te rends compte après quand tu peins que tu te dis ah là je suis en train de me voûter, ah là je suis en train de mettre mon cou pas comme il faut. Et en fait c'est par le mouvement que tu comprends que ton placement il se dégrade ou que tu as intérêt à te redresser parce que là ta posture n'est pas bonne. Et tant que tu fais pas ces séries de mouvements, tu te rends pas compte que tu te places mal et qu'à long terme c'est pas bon pour toi en fait. Je prends un exemple, quelqu'un qui fait pas d'activité physique, Mhm. il a son confort, donc il s'assoit sur une chaise, dans sa voiture il s'assoit, il a son canapé, donc il prend l'ascenseur, donc en fait dans son quotidien tout est axé sur l'ergonomie, la facilité, donc le mec il se rend pas compte qu'il est raide. Par contre du jour au lendemain il vient par exemple dans un studio Pilates, on lui demande de s'asseoir par terre, tendre ses jambes et d'aller chercher par exemple en direction de ses pieds ou sur le côté, et il se rend compte qu'il est incapable de le faire, Mhm. le fait d'être assis, il se sent en souffrance totale par rapport à d'autres participants qui sont vachement aisés sur le mouvement alors que lui il se sent complètement handicapé. Mhm. Même principe en fait, si quand tu penches en avant naturellement, et quand tu peins, moi je recommande plutôt des sessions répétées relativement courtes que de peindre 4 heures d'affilée. C'est comme le jardinage en fait. Le jardinage c'est hyper physique pour les articulations. Il vaut mieux faire une demi-heure par jour que 5 heures le dimanche en fait. Ouais. Ok. Mais généralement les gens quand ils font le jardinage ils y vont pas pour arracher 3 carottes de mauvaises herbes, ils y vont pour plusieurs heures. Et quand la peinture, bah, selon les personnes, moi par exemple je peins en général entre 30 et 45 minutes chaque soir. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent pas faire ça. Moi j'ai mon frère qui lui c'est tout le lundi il fait sa peinture. C'est-à-dire qu'il fait l'équivalence que moi je fais en une semaine, il le fait en une soirée. D'accord. Forcément le ressenti n'est pas le même en termes de douleur quoi. Donc moi je vais plutôt recommander de faire des sessions répétées assez courtes ou avec des pauses que des sessions de 4 heures d'affilée quoi. D'accord. Ou alors faut faire du limbo et tout, et tu te penches en arrière, quoi, et tu peins. Ouais, par exemple, ou faire par exemple, tu fais 30 minutes et après tu fais 2-3 exercices que je te montre. Ouais. Tu bois un verre Mhm. d'eau, tu ouvres la fenêtre, tu prends l'air et tu recommences une autre session de 30 minutes. Donc, de toute façon, quand tu peins, tu as des phases où des fois tu dois, je sais pas, attendre que ça sèche ou tout simplement que tu en as un peu ras-le-bol parce que tu es en train d'aligner 20 boys d'affilée et que t'en peux plus et qu'il faut faire une pause. Donc plutôt faire des sessions de 30 minutes, te lever, faire quelques mouvements, boire un coup d'eau et revenir, recommencer quoi. Et Voilà. ne pas faire des sessions longues sans t'hydrater en restant assis pendant des heures. Toujours avoir une tisane avec soi, c'est important. J'attendais la tisane. Tu vois, j'interviens pas souvent, mais toujours, c'est très, très précis, très utile. Ah putain, ça va le melon ou quoi là? Comment on fait pour muscler le melon? En tisane, Alors là, je suis justement expert. en tisane, il a raison, hein, parce qu'en fait, moi quand je joue, par exemple, dans mon association, je vois les personnes, ils jouent 4 heures d'affilée, ils boivent pas un verre d'eau. Ah ouais. Et, Ah, chaud. et en fait, j'observe, hein, j'aime bien observer. Et en fait, par exemple, si tu te déshydrates ne serait-ce que d'1% de ton poids en eau, tu perds ta concentration. Et ça, c'est Ah oui. important pour le jeu, parce que si tu perds ta concentration, ça veut dire que tu peux louper une action avec ton armée ou pas avoir une action de l'adversaire, parce que t'es déshydraté, donc du coup, plus tu te déshydrates, plus tu risques d'avoir mal au crâne. Donc ne pas boire pendant 4 heures sur une partie de Warhammer, c'est de se mettre à un handicap inutile en fait. Bah oui, c'est clair. Bah ouais, bah non, mais c'est clair, mais c'est dingue de pas boire pendant 4 heures. Enfin, moi, je pourrais pas, hein, de toute façon. C'est vrai que c'est... Ouais. Mais en fait, comment dire, les gens qui jouent comme ça, enfin, sur le long terme, en fait, tu penses qu'en fin de compte, ce qu'il faudrait faire, c'est, je sais pas, quand on a une partie de 4 heures, c'est peut-être faire une pause au bout de 2 heures, peut-être, tu vois, et de se détendre et tout, peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure, et revenir après pour commencer la partie.
Ouais, idéalement, après les gens, c'est ce qu'ils font avec leur post-clope, par exemple. Ils disent, ouais, je fais une post-clope, ok, bon bah du coup, bah moi je vais aller boire un coup, je vais aller aux toilettes, je vais manger un truc. Ouais. Mais en fait, tu vois, même aussi, ne serait-ce que sur les tournois, par exemple. Tu vois, sur un tournoi, tu vas faire 4 parties dans la journée. Ouais. Ben, tu vas voir les personnes, par exemple, sur la pause du midi, ils vont aller s'envoyer le fast-food du coin, et après, ils vont être dans une phase très compliquée pour reprendre, parce qu'ils vont être sur une phase de digestion, Ouais. et ils vont perdre leur concentration, parce qu'en fait, quand tu digères, le sang se dirige vers l'estomac, et non plus moins sur le cerveau, et du coup, tu perds ta concentration. Donc, moi, j'avais un de mes clients qui faisait des tournois de poker, et on avait mis en place une stratégie, il avait vraiment vu la différence. C'est-à-dire sur les tournois de poker, il gagnait plus facilement à la pause déjeuner et à la pause après le dîner en fait. Parce qu'en fait, sur les pokers, c'est comme tous les tournois, les gens se précipitent pour aller... il y a peu de temps pour déjeuner ou dîner. Du coup, les gens se précipitent et ils bouffent un truc super gras rapidement pour pouvoir ensuite revenir jouer. Et nous, la stratégie, c'était de manger finalement des petites quantités à chaque partie. Et à la pause déjeuner, c'était d'aller faire une sieste d'1 heure en fait. D'accord. En faisant ça, le mec, il était beaucoup plus performant sur les parties décisives juste après le repas en fait. Donc tu penses que, enfin, si je comprends bien, tu pourrais facilement apporter en fait de l'aide à quelqu'un qui ferait du tournoi de 40K ou des trucs comme ça. Ah ouais, complètement. Hein. Après, bon, le truc, tu vois, quand t'avais l'équipe de France French Wargame Studio, là, tu sais, ils avaient été Ouais, ouais, bien sûr. aux États-Unis, et tu le vois la veille au soir, ils sont en train de s'envoyer des burgers avec des frites, par exemple. Bah oui, c'est sympa, on est tous ensemble, on va s'envoyer des burgers avec des frites. Après, est-ce que c'est la meilleure solution avant de faire un game? Certainement pas, quoi, tu vois. Ça a forcément impacté ta vigilance à un moment donné. D'accord, ouais, Donc, je vois. après, donc, moi je fais des préparations d'athlètes, mais finalement, quelqu'un qui fait un concours de wargame, d'échecs ou de sport, il a besoin d'une vigilance, donc ça passera par C'est si pointu que ça? C'est vraiment si pointu que ça? Tu penses vraiment que ça... Enfin, je veux dire que l'impact, il est notable? Alors, il est notable, et après, ce sera toute une accumulation de conséquences. C'est-à-dire, si tu veux être le meilleur dans une discipline, n'importe quelle personne qui est au top du top dans une discipline, pas forcément que sportive, il a un attrait sur l'alimentation. Donc nous, en sport, par exemple, on va dire 80% du résultat, c'est lié à la nutrition. Donc ça a un impact énorme. Donc sur un wargamer qui fait des parties en loisir, évidemment, je ne vais pas lui proposer une diète hyper stricte, mais un ensemble de conseils pour essayer de faire en sorte de ne pas perdre sa vigilance en fait. Est-ce que pardon, je t'en prie. Non, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que tu penses qu'une alimentation finalement mieux gérée, peut-être, je sais pas, ça peut permettre de peindre plus longtemps le soir? D'être plus concentré sur ce qu'on fait. Non, mais ça te rendra pas meilleur. Hein. Ça joue énormément. En fait, c'est un peu comme les mouvements pour son dos. C'est tant qu'on ne l'a pas mis en place, on ne se rend pas compte à quel point la vigilance est renforcée. Donc après, il peut y avoir aussi quelques compléments alimentaires qui peuvent aider à la vigilance, mais ça sera un ensemble de choses, mais ça impacte beaucoup. Ouais. Et de toute façon, tu le vois, quand tu manges. Moi, je sais que quand j'étais avant dans d'anciens tafs que je faisais, quand je commençais le matin à 6h ou quoi que ce soit, etc., et que je faisais la journée de taf et tout, c'était des tafs quand même qui étaient assez physiques. Je sais que moi, je ne mangeais pas le midi parce que je ne voulais pas manger. Parce qu'une fois que tu manges, après, pour moi, je suis bon à rien, tu vois. Parce que le temps que tu digères, tout ça et tout, etc., tu vois, et tu perds, en fait... ouais, c'est ce qu'il disait Jérôme, en fait. Le sang, il doit s'affluer dans l'estomac et tout ça et tout. Et moi, je préférais ne pas manger. Parce que, justement, ça me rendait un peu mou, quoi, et tout. Et donc, oui, donc c'est clair que quand tu joues, la phase de digestion, obligatoirement, elle t'endort, quoi. Donc, alors, en donc fait, c'est sûr que... là, c'est un bon exemple. Donc, sans doute que ce que tu mangeais
Ça contenait pas mal de glucides, donc tout ce qui est pâtes, riz, pain, pommes de terre. Donc là, devait contenir ce type de nutriments qui forcément provoque un ralentissement de l'organisme. Donc un coup de... Sans n'importe qui, quand il mange le midi, tu as un petit coup de barre après. Donc, Bien sûr. c'est normal. Donc quelqu'un qui fait du wargame, même s'il est sur sa pause déjeuner, idéalement, il faudrait qu'il mange plutôt un repas riche en protéines et en légumes pour se caler au niveau de la faim. Qu'il fasse une micro-sieste 15-20 minutes, pendant que les autres ils sont en train de faire la queue au tacos du coin, bien s'hydrater, et pendant qu'il joue, qu'il puisse grignoter des fruits secs, qu'il puisse manger sa banane, sa petite compote en gourde, pour apporter une source de sucre rapide régulièrement pour rester vigilant. Donc ça, par exemple, c'est le genre de conseil que je donnerais à un wargamer qui veut être plus performant pour ses compétitions. Et donc la veille, pareil, manger sainement, la veille d'un match, se coucher tôt. En fait, tu es mort de rire. C'est, on disait avant, tu vois, que tu fais une activité physique, tu vas dire ouais, faut manger des pâtes par exemple. Il faut manger des pâtes parce que tu as ta course de vélo le lendemain, etc. En fait, il faut manger normalement parce que c'est un concours de wargame, donc ça n'a pas d'intérêt de se suralimenter en hydrates de carbone, donc tout ce qui est riz, pain, pommes de terre, etc. Moi je fais le jeûne le soir, je bouffe pas, moi c'est réglé. Pardon ? Je dis je jeûne moi le soir, je bouffe le matin en fait, au réveil. Ouais, après chacun a un fonctionnement différent, t'as des gens qui sont incapables de manger le matin, et d'autres sans petit déjeuner, ils tiennent pas la route, donc faut aussi respecter comme on est fabriqué, c'est-à-dire qu'on va toujours te dire ouais le matin faut manger comme un roi, le midi comme un valet, le soir comme un pauvre. Ouais, c'est un vieux truc ça. C'est totalement faux parce que chaque être humain est différent. Et nous dans le suivi qu'on a avec ma femme, on fait des suivis en nutrition et on a du tout au tout. On va avoir la petite femme 45 ans qui bouffe 3000 calories pour prendre 100 grammes de muscle par mois parce qu'elle a envie de prendre un peu de forme. Et à contrario, tu vas avoir un gars de 100 kilos qui lui, il consomme l'équivalent des repas de mamie parce que le moindre grain de riz, il fait du gras avec, quoi. Donc t'as vraiment tout en fait. Donc, ce dicton-là, ça fonctionne pas en fait. Non. C'est une injustice ça. On devrait porter plainte contre ça. Faut porter plainte contre ses parents. C'est dégueulasse, putain. Ouais, je sais, moi j'avais un pote, putain, on allait bouffer au McDo, le mec il prenait 2 boîtes de 40 nuggets, de 20 nuggets à l'époque, donc il mangeait 40 nuggets, il prenait un menu complet, plus 2 autres hamburgers. Le mec, il bouffait ça, il prenait pas un gramme. Moi, je mangeais un hamburger, c'est bon, je prenais 2 kilos. Comme ça, c'était après, les artères, elles morflent aussi quand même. Parce que, oui, mais bon, là, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec ne prenait pas de poids, quoi. C'était... C'est ultra violent. Moi, je fais ça, je vomis quand même. Tu as jamais posé la question de savoir combien de fois il allait aux toilettes par jour ? Ah bah non, je ne demande pas aux gens comment ils font. Mais c'est vrai ça, putain, laisse tomber la boîte à chocolat. En général, souvent, alors c'est pas toujours le cas hein, bien sûr, mais souvent les gens qui mangent des grosses quantités et qui ne prennent pas de poids, souvent des gens qui ne fixent rien parce qu'ils ont une microbiote perturbée, c'est-à-dire ils ont un système intestinal de transit qui est hyper accéléré, ce qui fait que tout ce qui rentre, ça sort. C'est-à-dire ils vont aller 4 fois aux chiottes pour la grosse commission par jour. Comme une poule, quoi, en fait. En fait, ils mangent et ça ressort direct. Donc en fait... c'est comme les poules, c'est ce qu'on dit, voilà, tu manges et tu chies direct. Nous, on a une microbiote, nous, laisse tomber, les mecs, c'est des... C'est des par mois. Le mec, il va une fois par mois aux chiottes, par contre, il te casse les chiottes au bout d'un mois. On rigole pas, enfin moi j'ai toutes sortes d'anecdotes, je pourrais même faire des émissions là-dessus, sur les anecdotes du coach. Une fois j'ai une cliente, elle vient et elle me dit voilà, j'ai un questionnaire hein, quand j'encadre les gens et je leur demande, à un moment donné, moi je parle beaucoup de transit, donc les questions que je pose, c'est pas forcément les discussions que tu vas avoir avec le premier venu. Bien sûr. Passer par là. Et parce que ça en dit long en fait. Donc de toute façon à l'époque du Moyen-Âge, ils regardaient les cacas des rois pour savoir s'ils étaient en santé. Moi en tant que coach, je demande comment ça va à ce niveau-là. Et une fois elle m'a dit j'ai un transit qui est un peu lent. J'ai dit ok, qu'est-ce que ça veut dire lent ? Ça veut dire que vous y allez une fois tous les combien ?
Bah, j'y vais une fois. Parce qu'en général, si tu veux, si t'as un transit normal, tu vas une fois par jour aux toilettes. Ouais. Pour faire il y a un transit normal. Dès que tu dépasses une journée, c'est que ton transit, il est ralenti, ou soit qu'il fonctionne au ralenti parce qu'il est fabriqué comme ça, ou soit qu'il y a une perturbation que tu peux améliorer. Et la Tu peux personne, avoir un méga colon aussi, j'ai mon fils qui a un méga colon, moi. bah, Un ça, colon c'est rare, hein. plus long que la normale, quoi, en fait. C'est plutôt rare, mais ouais, ça existe. Donc après, cette dame, elle me dit, je dis bah non, j'y vais. Elle me dit une fois, bah, elle n'osait pas me dire, je dis bah par semaine. Elle me dit bah non, par mois. Non. Ah si, si. Oh putain Une de fois merde. par mois, mais c'est grave. Une fois par mois, normalement, t'es décédé. C'est une occlusion intestinale, quoi. En fait, son fonctionnement, donc après, bon, bah, cette dame-là, je l'ai jamais revue, mais en fait, ça va masquer énormément de problèmes psychologiques, problèmes Bien sûr. émotionnels. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent détraquer le corps. On n'a pas idée de savoir à quel point le. Une fois par mois, Ouais. mais c'est incroyable, une fois par mois. Ah oui. Ah ouais, ça m'étonne pas, il y a des dingueries comme ça. C'est ouf. Ouais, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes, tu l'as pas Je revu. vais une fois par mois, mais je pense que, putain, laisse tomber, j'ai de la merde jusqu'à l'estomac, quoi. Et à contrario, j'ai des personnes, j'avais une personne en prise de muscle, elle prenait pas de muscle. Donc pourtant, on lui avait mis plus de 3000 calories par jour, alors que un homme sédentaire, la trentaine, c'est 2000, 2200 calories. Donc lui, on l'avait mis les 3000, il prenait pas un gramme. Donc là, je lui dis, tu vas combien de fois aux toilettes? Il me dit 4 fois. J'ai dit, bon, bah cherche pas, on a trouvé. Et il comprenait pas. J'ai dit, tiens, tu sors de chez moi, tu vas à la pharmacie en face, tu demandes des probiotiques pour renforcer ta flore intestinale. La pharmacienne, elle lui donne ça. Au bout d'une semaine, le mec, il allait plus que 2 fois aux toilettes, et au bout d'un mois, une fois. Et à l'issue du bilan suivant, il avait pris 2 kilos de muscle. Ah bien. D'accord. Donc en fait, ça en dit long, le transit, quoi. Donc c'est une question un peu taboue, bien ça fait marrer tout le monde, mais c'est vraiment très important Bien sûr, bien sûr. des genres de questions. Alors, nous, on aime bien parler caca avec Fred. C'est vrai que je suis un peu dévié là. Non, mais vous savez, on parlait du Moyen-Âge tout à l'heure, mais vous savez que quand on se demande si ça va, quand on se dit ça va, c'est en fait, ça vient d'une expression du Moyen-Âge qui te demandait si en fait t'avais bien été à la selle, tu vois. C'est ça, ouais. Ah. Donc voilà, Ça va, ça veut dire ça va. ouais, Ça, le ça caca passe, va, quoi, quoi, en ça fait. transite bien. Voilà, exactement. Mm. Et c'était voilà, est-ce que ton caca va bien? Voilà, si t'as bien fait caca et tout, voilà, c'était ça. Mais non, mais oui, bah bien sûr. Enfin, de toute façon, c'est hyper intéressant. Puis bon, bah tout est lié de toute façon. Il y a le stress, des fois, les gens et tout. Il y a plein de choses comme ça qui font que que ça agit sur ton estomac, sur ton transit, sur tout plein de choses, quoi. Mais Le sommeil joue énormément aussi. ouais. Les gens qui travaillent de nuit, par exemple, sur des gens qui veulent amincir, par exemple, quelqu'un qui travaille de quart, il n'amincit pas quand il est de nuit en fait. Il perd plus de poids en fait. Et quand il a fini son cycle de nuit et qu'il reprend des cycles de jour, il se remet à perdre du poids. D'accord. Donc moi je dis toujours, la nuit c'est fait pour dormir. Donc tous les gens qui travaillent de nuit, ce sont souvent des gens qui galèrent à perdre, des gens en surpoids en fait. Parce qu'ils détraquent leur horloge interne. Et le Biologique. biologique. Mon père, il faisait 3-8 et il a douillé. Et en fait, plus tu vieillis, plus tu douilles. C'est pour ça qu'à un moment donné, les mecs ils changent de métier ou ils changent de service parce qu'ils ne peuvent plus faire les nuits, quoi. C'est trop dur pour l'organisme. Ouais, c'est ultra violent en fait. Ça vraiment, j'ai le plus grand respect pour ces gens-là parce que putain, c'est chaud, quoi. Et si tu devais te donner des conseils pour les heures pour bien dormir, etc., tu donnerais quoi? En fait, le sommeil, c'est un peu comme la nutrition. Encore une fois, c'est propre à chacun. Donc, tu vas entendre les consignes de base, ça va être de dormir pour un adulte entre 7h et 8h par nuit. Oui, donc sauf que tu vas avoir d'autres personnes qui en 4 heures de sommeil ils sont requinqués et d'autres ils leur en font 10. Donc ça reste des moyennes. Après par exemple ce qu'il faut surtout pour le sommeil c'est de faire des étapes avec un peu comme des sas de décompression. C'est-à-dire tu sors de ton taf, tu sors d'une activité ou même d'une activité physique par exemple. C'est pour ça que faire du sport le soir tard c'est pas bon.
par exemple, dans ma première partie de carrière, je donnais beaucoup de cours de fitness, donc tout ce qui est step, aérobic, avec la musique à fond sur un podium avec 100 meufs déchaînées. Bah, tu rentres de ce genre de cours, t'es complètement électrisé, je pouvais pas dormir avant minuit et demi, 1h du matin. Parce que ton niveau de tension, il augmente tellement, tu as les munitions, l'adrénaline, qui fait que quand tout ça, ça redescende, il va falloir un temps vraiment très important. Donc là, je te prends un cas extrême, mais tu peux avoir des situations où dans ton travail, c'est très stimulant. Bon, si tu fais des conférences, ou si par exemple, tu es avocat, tu vas plaider, tu vas pas plaider à minuit, quoi, mais je veux dire, tu as des activités comme ça qui sont fort stimulantes, ce qui fait que si tu n'as pas une soupape de décompression, que tu rentres, tu vas te mettre au lit, jamais tu vas dormir en fait. Il va falloir faire des choses transitoires. C'est pour ça en partie que moi je m'étais remis à la peinture, parce que pendant la période Covid, je croyais que j'allais couler avec mon entreprise, et du coup, la peinture en fait c'est quelque chose de hyper apaisant. Donc je recommanderais déjà de peindre un petit peu chaque soir. Alors après, bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde au niveau familial, et moi j'ai ma femme qui se couche assez tôt avec mon fils, du coup moi ça me laisse un peu de temps pour peindre, et du coup ça me détend vraiment beaucoup, et après je me vide le cerveau soit en écoutant du lore, soit en regardant une petite série, mais pas longtemps, hein, juste 20-30 minutes max, et après là je suis en mode vraiment repos, détente, mon cerveau je l'ai mis de côté, et après je m'endors en 5 minutes. D'accord. Et petite question sur le hobby maintenant. Quel jeu tu pratiques, toi? En fait, moi, j'ai commencé en 40 000 et Warhammer Battle, c'était en 1992-93, quoi. Donc, je suis revenu un peu à mes premiers amours avec 40 000. Donc, j'ai recommencé une armée d'orques, parce que je jouais ça à l'époque. Et j'ai une armée de Blood Angel aussi. Donc, là, ce que je faisais, c'est que pendant 2-3 ans, j'ai surtout peint. Et j'étais tellement à la ramasse sur les 20-25 ans que j'ai loupé, que les chaînes YouTube, ça m'a pas mal aidé à me replonger dedans. Je comprenais plus rien, les règles et tout, enfin complètement c'est clair. C'est comme si tu t'étais mis comme dans Star Wars, là, tu t'es mis quand t'es endormi là, dans le sarcophage. Le sarcophage, et puis tu te réveilles 25 ans après et tu comprends plus rien de ce qui t'arrive. Donc du coup j'ai surtout peint pour essayer de récupérer un minimum de niveau pour avoir des figurines jolies à peindre, à montrer. Et une fois que j'ai une armée à peu près de 1000-1500 points pour jouer, là je me suis inscrit dans une association pour rejouer, quoi. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je rejoue, mais je me suis surtout remis à la peinture. Donc Orc et Blood Angels, tu fais dans la dentelle, toi. Ouais, c'est très axé sur ça. Ceci dit, j'ai récupéré, parce qu'à l'époque j'avais peint beaucoup d'armées, et d'ailleurs à l'époque Peintre Pro ça n'existait pas comme maintenant, parce qu'aujourd'hui si c'était à refaire, peut-être que j'aurais changé un peu d'activité, parce que à l'époque je peignais déjà des figurines pour les copains monnayant un petit billet, quoi. Parce que j'avais pas beaucoup d'argent, du coup je peignais pas trop mal, et je peignais les figurines des copains pour pouvoir m'en racheter d'autres. L'avantage que j'ai, c'est que j'habite à côté de l'Angleterre, donc j'allais à Canterbury au Game Workshop acheter les figurines à moins 30%, à l'époque où c'était encore pas excessif en termes de prix. Donc voilà, après, puis j'ai une armée d'elfes sylvains que j'ai récupérée, qui était 20 années au placard, j'ai récupéré chez mon frangin. D'accord. Bon, après je fais aussi des petits jeux comme on appelle ça Curse City, je fais la campagne Curse City en ce moment. D'accord. Je fais aussi de temps en temps Blood Bowl, Dungeon Ball, d'ailleurs j'ai vu que t'en parler. Je joue à ça, c'est marrant, quoi. J'ai chopé une boîte de Dungeon Ball là dernièrement. Mais d'accord, ok. Ouais, donc t'as quand même un passif assez ancien et tout dans le hobby de toute façon, vu que. J'étais là, on va dire, aux premières heures sur les activités. Après, j'ai jamais quitté parce que je regardais de loin, mais c'était plus pour moi, parce que bon, à l'époque, je pense que beaucoup de gens font ça, c'est qu'au début, tu t'es à fond dedans, puis après, il y a un moment donné, t'es plus intéressé par les meufs que de pousser des figurines sur une table, en fait. Et après, t'es rattrapé par les études, les machins, la vie, et ça passe très très vite. Et à un moment donné, il manque un truc, et quand je me suis remis au hobby, ça
Ça m'a vraiment fait du bien sur plein de domaines. Et puis ça m'a sorti un peu du boulot parce que je faisais que ça, de bosser. Et Ouais, ça m'a appris à prendre un peu de temps pour moi et puis à me détendre. bien Donc, sûr. je trouve que ça apporte beaucoup de bien-être au niveau mental, de prendre du temps pour soi, de jouer. Et puis la peinture, c'est quelque chose de très apaisant, c'est limite méditatoire. Donc je trouve que ça vaut Ah ouais. une grande partie des thérapies, quoi. C'est plutôt que de prendre des antidépresseurs, tu prends une figue, tu peins et Ah oui, bah oui, c'est sûr. Vu la saloperie que c'est les antidépresseurs, il vaut mieux prendre une figurine, c'est clair. on est d'accord. C'est Ouais. clair. Mm. Et donc, t'as connu, enfin ouais, donc t'allais en Angleterre quand tu étais jeune et tout, à l'époque où, bah, Oui. c'était, enfin, on était très peu à y aller en Angleterre à cette époque-là. Et nous, à l'époque, il y avait même les traversées à 10 francs. On prenait Oh le putain. ferry et on fait l'autorisation de sortie de territoire parce que j'avais pas 18 ans, donc j'y allais avec mon frangin et puis mon cousin et on traversait à 10 francs. On prenait toutes les économies qu'on avait pu gratter et on allait Ouais. flinguer tout le rayon Game Workshop du Warhammer Canterbury, quoi. Et on prenait le bus et on repartait en ferry le soir même avec les blisters dans les sacs, quoi. Avec les sacs striés blancs et noirs et tout. Ouais, putain. On avait Mais du pique dans le sac, quoi, c'était trop bien, quoi. ouais, tu m'étonnes. Mais bon, bah voilà, enfin, c'était une autre époque. Hein. Les prix 10 francs le ferry, maintenant, ça doit plus être Bah, donc le là, même tarif. c'est du délire, hein. Tu vas des traversées à 150 euros, enfin, c'est devenu n'importe quoi. Ah oui. Ouais, parce que pourquoi 10 balles à l'époque? Qu'est-ce qui a changé, quoi? Le ferry, c'est, ouais, qu'est-ce qu'il a changé, quoi? Le truc, Il a c'est. toujours la même gueule depuis 25 ans, et c'est toujours la même vieille déco Ah oui. d'époque, quoi. Enfin, il y en a qui ont été renouvelés, mais il y a des bateaux qui sont là depuis 25 ans, et c'était 10 Ah ouais, balles. voilà. C'est clair. C'est clair. Et bon, bah, ok, peut-être le pétrole, il est un peu augmenté, il encore. Mais enfin, oui, là, il a pas augmenté. Mais bon, de là à passer de 10 balles à 150 euros, enfin, voilà. C'est là qu'on se fait bien emmancher profondément. Bref. Et donc, pour revenir au sport, tu penses que, comment dire, euh, tu penses qu'en fait, les gens qui vont te dire, ouais, mais on n'a vraiment pas de temps et tout à accorder au sport, enfin, tu penses, enfin, tu leur répondrais quoi? Bah, en fait, cette notion de j'ai pas le temps pour le sport, je l'ai entendu toute ma vie, en fait. Parce que c'est un peu mon boulot à temps plein, donc ben, en fait, après, j'essaie de pas être agressif parce que j'ai des chefs d'entreprise qui gèrent 350 salariés et qui viennent 2 fois en coaching par semaine, ou ou des chefs d'entreprise qui font tous les matins 45 minutes de course à pied. Enfin, j'ai des gens qui ont vraiment énormément de boulot et qui savent toujours trouver un moment pour eux, pour leur activité physique, parce qu'ils en ont besoin pour le côté santé, mais aussi pour le côté défoulement. Donc en fait, la notion du temps, c'est faux. En fait, tout le monde peut dégager 10 minutes pour faire 3-4 exercices. C'est juste une fausse idée que les gens se font. Ouais, mais 10 minutes, c'est trop peu, non? Il faut au moins faire une demi-heure, trois quarts d'heure, sinon ça vaut pas le coup, quoi. Bah, en fait, quand tu fais Genre, 10 minutes de mouvements qui te font du bien, et que tu crées une routine où si tu les fais pas, tu sens que tu as besoin de les faire, 10 minutes peut t'amener vers 15 puis 30, tu vois. Donc après, c'est un d'accord. cheminement. C'est une première étape, quoi. C'est comme quelqu'un qui se met à faire de la muscu, il se dit pas qu'il veut devenir Mister Olympia, mais au fil en aiguille, il se dit bah tiens, à un moment donné, pourquoi pas faire une petite compète, pourquoi pas. Donc c'est des cheminements, en fait. Donc moi, je préfère faire un peu d'exercice régulièrement aux gens et qui petit à petit ils sentent plus d'énergie, parce qu'en fait, ce qui fait que les gens ne bougent pas, c'est qu'ils ont un manque d'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut bouger. Donc c'est un peu le poisson qui se mord la queue. Enfin, le chien qui se mord la queue, pardon. C'est-à-dire que si tu ne bouges pas, tu n'as pas d'énergie. Donc tu n'as pas envie de faire des exercices. Et en fait, en faisant des exercices, tu as plus d'énergie, donc tu vas en faire plus. Et tu es plus entreprenant pour toutes sortes de choses. Et ça améliore énormément de fonctions physiques, hein, notamment la libido, hein, ça intéresse les mecs. Donc moi, ce que je peux recommander, c'est un peu comme une boule de neige. En fait, au début, tu commences avec une petite boule de neige, et plus tu la pousses, plus elle ramasse de la neige, et plus elle grossit, plus tu as envie d'en faire.
Après, il faut juste pas tomber dans l'addiction comme ceux qui font de la course à pied à vouloir courir 1 heure chaque soir, sinon ils n'ont pas leur shoot d'endorphine. Mais plutôt vraiment commencer avec 3-4 exos et puis les faire tous les jours, s'y tenir. Et après, avoir envie d'en faire de plus en plus. C'est le même principe que les gens qui veulent perdre du poids. Quelqu'un qui veut amincir, souvent, il va passer d'une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire il bouffe n'importe quoi, il fait pas gaffe, il saute des repas, à j'en ai marre, je veux mincir, donc il fait un régime. Donc il va faire que des produits sains et il va enlever tous les féculents parce qu'il sait que ça va le faire décoller en poids. Et après, il va en avoir marre, il va être anxieux, nerveux, il va tout arrêter, il va reprendre x2 au niveau du poids avec le fameux effet yo-yo. Donc là où je veux en venir, c'est que par exemple quelqu'un qui est en surpoids, si demain il se met à manger juste 200 calories de moins par jour, il va déjà mincir et sans effort. Et c'est 2-3 kilos qu'il va dégager sur le mois, va lui motiver à en faire un petit peu plus, pourquoi pas à faire une marche sportive ou à faire un peu plus attention sur tel autre aliment, et de fil en aiguille se rendre compte qu'il se sent mieux comme ça et qu'il a plus envie de revenir en arrière, et que le sucre ça commence à le faire saturer et qu'il comprend pas pourquoi avant il en mangeait autant. Donc c'est des cheminements en fait. Donc ce qu'il y a, c'est que quand je dis ça, j'en vois pas du rêve, parce que quelqu'un qui veut mincir, en général, il veut dégager le plus vite possible du poids. Sauf que la meilleure manière d'amincir, c'est d'amincir dans le temps. Oui. Faire plutôt voir ça comme un marathon que comme un sprint en fait. C'est clair. Sauf que quand tu dis ça à quelqu'un, tu lui vends pas du rêve, et c'est pour ça qu'ils vont aller chercher des méthodes beaucoup plus fun, beaucoup plus radicales pour mincir. Mais au final, ils se retrouvent toujours à la case départ, et les gens viennent souvent chez moi par dépit, quoi. C'est-à-dire que les gens, au fond d'eux, ils savent que c'est mieux de manger équilibré, de faire attention, de perdre un petit peu de poids, de faire de l'activité physique, mais ils veulent pas se l'avouer tant qu'ils se sont pas pris plusieurs murs dans la figure. Et à un moment donné, quand ils sont à un mauvais niveau de santé et que ils sont au bout du bout, ils en viennent à mes activités par dépit. Et après, moi, je fais tout le travail de reconstruction de la personne pour que elle reprenne plaisir à bouger, à manger mieux, et à se rendre compte que c'est que comme ça qu'on va y arriver en fait. Ouais, je vois. Et mais bon, enfin, toi, tu proposes dans le coin où tu vis, tu proposes en fait un truc complet, puisque ta femme est diététicienne, toi, tu fais du sport et tout, etc., etc. Mais tout ça, ça a un coût, en argent. En fait, oui. Après, tu parlais tout à l'heure de la boîte des Fwing. Donc, Noah, c'est sûr que si tu prends un suivi complet, c'est comme si tu faisais une croix sur tous les mois sur une boîte de la Defwing. Mais ceci dit, pour répondre aux besoins des gens, moi je suis pas que sur une élite sociale. C'est certain que mon loft de coaching, j'ai que des gens qui ont de l'argent, mais je suis issu d'un milieu populaire, hein, donc mon père était au chômage pendant des années, j'ai pas honte de dire que j'ai été au resto du cœur, enfin bref, donc je sais ce que c'est que pas avoir de thunes. Donc j'ai toujours proposé des solutions d'entraînement pour un public qui n'a pas beaucoup de moyens, avec des programmes à faire à la maison, des programmes sans matériel, des programmes en salle de fitness pour ceux qui sont abonnés à des salles à 20 balles par mois comme Basic Fit ou autre. Donc j'ai toujours une solution d'entraînement pour les gens. Là par exemple je te propose des pour ta chaîne, c'est gratuitement, tu vois, bien sûr. Des offres. Donc après, ce qui se passe aussi, c'est que dans le coaching, j'ai mis un certain temps à comprendre, c'est que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, les gens qui suivaient des programmes avec moi avec des tarifs très bas, c'était les gens peu investis en général. Et plus le tarif augmentait, plus j'avais affaire à une clientèle vraiment déterminée, assidue, respectueuse. Donc c'est encore aussi la nature humaine que j'ai appréhendée au fil des années de coaching, et aujourd'hui c'est vrai que j'ai une clientèle qui ont de l'argent, mais c'est aussi beaucoup de gens très très investis. Après j'ai aussi des gens qui ont peu de sous et qui sont investis, mais en général c'est plus ton programme a une valeur, plus ton produit a une valeur, et plus tu as une clientèle qui est en conséquence. Ouais, bien sûr. Mais enfin, ça après c'est clair que ça dépend de la personne, parce que bon, après il y a des gens qui vont faire n'importe quoi
parce que bon, ça coûte pas cher, ça oui, bien sûr, ça je vois ce que tu veux dire et je vois le genre de personne. Mais bon, enfin, c'est vraiment propre aux personnes, quoi, vraiment, parce qu'il y a des personnes qui respectent pas de toute façon ces choses-là. Ouais. Ouais, je comprends. C'est comme si demain, par exemple, tu veux t'améliorer en peinture, tu, tu vas avoir une chaîne où tu as tous les tutos gratuits, tout est fait gratuit, le mec il te fait un bilan gratuit d'1 heure et tout. Tu vas pas suivre les conseils qu'il va te donner. Par contre, tu vas payer 150 balles un coaching, tu vas aller chez lui, tu vas prendre la bagnole, tu vas passer la journée là-bas, tu vas revenir. T'inquiète pas que tu vas suivre quoi. T'as payé 150, 200, tu vas écouter. Et c'est con à dire, mais donc c'est souvent comme ça pour beaucoup de choses en fait. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ouais. Ouais, bah, enfin, je pense que ça, c'est encore une fois une question d'éducation et de société et sociétale. Donc bon, c'est clair enfin, que tu prêches la bonne paroisse, puisque moi, je le vois très bien et tout avec le contenu YouTube. On le voit, on en parle souvent avec Jean-Jacques et tout, de toute façon, que les gens, bon, bah, ils voient que c'est gratuit, ils consomment que du gratuit, ils ont l'habitude qu'au gratuit, etc., etc. Et du coup, bon, bah, voilà, très peu de gens vont respecter le travail que le youtubeur peut faire derrière ses vidéos, etc., etc. Pour eux, voilà. Alors, en fait, moi j'ai beaucoup de respect pour les youtubeurs parce qu'en fait, youtubeur c'est un métier. De toute façon, tu le vois, toi tu fais ça depuis un moment et tu te lances corps et âme dedans. Tu vois un peu le temps que ça prend. Moi Oui. j'ai une chaîne YouTube et je le fais plus pour faire de l'éducation et puis pour me ramener du trafic chez moi, mais je fais pas youtubeur en soi parce que youtubeur c'est un métier. Par exemple, les mecs coachs sportifs qui sont youtubeurs, ils sont plus coachs en fait, ils coachent plus personne, ils font que du YouTube. Tu peux pas Ouais, bien sûr. coacher et faire YouTube, c'est des deux métiers différents. C'est ce que j'expliquais à Brush Club là, on avait discuté je sais plus, il y a un an peut-être avant que sa chaîne elle monte, parce que lui il voulait faire du coaching. Et je lui ai dit, enfin, il voulait passer un diplôme de coach, etc. Et je lui ai dit, tu sais, c'est soit tu fais ta chaîne, soit tu fais coach. Et tu pourras pas faire les deux. Ouais. Et après là, je vois qu'il fait que sa chaîne et il a raison. Parce que tu peux pas faire les deux. Après, il a dû s'en rendre compte aussi par lui-même. Et c'est un métier à part entière, YouTuber, en fait. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ça c'est clair et net. Mais les gens ils se rendent pas compte de ça. Ils croient que quand t'es youtubeur et tout, que tout se fait facilement, que tout, enfin, en fait, en gros, que t'es un branleur, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, par exemple, toi, tu te casses le cul à faire des vidéos, t'en fais plusieurs par semaine. Et tu vois, mettons, tu fais une vidéo, tu fais, je sais pas, moi, 500 vues. Et t'as pas 500 likes. Et c'est ça que je trouve ça aberrant parce que les gens, le minimum, c'est d'appuyer sur pouce en fait. Et c'est gratuit d'appuyer sur le pouce ou de mettre un commentaire. Et je trouve ça aberrant que les gens, tu vas avoir en général 10% des gens, même pas, qui mettent un pouce. Et encore moins qui mettent un commentaire, alors que c'est des gens qui te suivent. Et Bien sûr. Ça, je trouve ça vraiment irrespectueux parce qu'en fait, ça prend un temps fou de faire ça, quoi. Faire la vignette, payer un gars, montage et tout. Après, avec l'habitude, ça va plus vite, certes. Et n'empêche que la personne, elle s'est divertie avec toi et elle te met même pas un pouce. Et ça, c'est valable pour toutes les activités sur YouTube. Et moi, je fais un petit peu de vidéos et je vois que les gens like pas, alors que ils viennent même me dire ouais, j'aime bien ta vidéo, parce que j'ai des gens que je vois en présentiel, ils me disent ouais, j'ai bien aimé ta vidéo, je dis t'as même pas mis un like. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est pas étonnant. Après, moi, un mec qui passe un bon moment avec moi, il veut me mettre un pouce, je lui mets un stop, hein, direct. Hein. Oh putain de merde. Non, mais franchement, voilà. C'est honteux. On n'avait pas encore eu ce soir, voilà. Non, mais oui, mais non, mais tu vois, même ce que tu dis, Jérôme, là, t'as raison. Mais dis-toi que même des amis proches, ils vont même pas. Des fois, moi, j'en ai. Enfin, j'ai des potes proches et tout qui connaissent ma chaîne et tout, etc., qui sont dans le hobby et qui sont même pas capables de te coller un like, comme tu dis, et un petit commentaire des fois, parce que même le commentaire, t'es même pas obligé de mettre un message. Tu peux mettre juste une petite tête de loup, comme on fait des fois, etc., ou un pouce ou un machin. Et les gens, même ça. Et pourtant, c'est des, entre guillemets, des amis. Et ben, en fait, même eux ne le font pas, quoi. Parce que les gens, maintenant,
se centrent que sur eux-mêmes. C'est de l'égoïsme pur et simple. Et le respect, de toute façon, il est tombé dans la fosse sceptique depuis bien longtemps, quoi. S'ils n'ont pas le temps de mettre un pouce, bah t'imagines le temps qu'ils ont pour faire du sport. Bah oui, de toute façon, c'est clair. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, ça c'est un problème. Les gens, ils ont été gavés au gratuit et au pas cher, etc. Et ils ne respectent plus rien. Ça on le sait on en parle assez souvent. Hein. Alors après, les gens, ils ont bon dos, c'est pas tout le monde quand même. Non, c'est pas tout le monde. On dit les gens, bon, il y a plein de gens qui sont bien quand même. Non, bah mes amis, ces bandes d'enfoirés de merde, là, tu vois, je parlais de mes amis. Qui ne like la vidéo qu'une fois de temps en temps ou qui vont mettre un commentaire une fois de temps en temps, bah voilà. Ça, je trouve ça abusé. Alors que moi, si demain j'ai un pote qui ouvre une chaîne, enfin qui fait un truc, tu peux être sûr que je serai là le premier et tout, à aller lui liker, regarder ses vidéos, même s'il fait un truc que j'en ai rien à foutre, qui me plaît pas ou quoi que ce soit, et qui est même pas dans mon domaine de kiff ou de hobby ou quoi que ce soit, juste parce que c'est mon pote et tout, j'irai lui liker sa vidéo, lui mettre un commentaire, regarder sa vidéo, etc., etc. Ça me coûte rien de faire ça. Je vais pas mourir. Ça va pas me ruiner ma journée. Je vais pas perdre de temps. Enfin, voilà quoi. C'est très simple à faire. Donc voilà. Mais bon, moi encore, je suis une toute petite chaîne et je trouve que j'ai une communauté qui assure quand même un max parce que les mecs ils y vont dans les commentaires, ils y vont dans les pouces, on échange beaucoup en commentaires, donc de ce côté-là, je suis content et tout. Quand même, le ratio et tout, il est quand même pas mal et tout par rapport à d'autres chaînes. Donc, ouais, je vois bien parce qu'en fait, on voit que c'est des. Parce que moi, j'ai une petite chaîne, j'ai pas beaucoup de likes, commentaires, tout ça, mais c'est des gens qui me suivent vraiment, quoi. Parce que t'as d'autres chaînes qui font des vidéos, tu te demandes en fait comment ils peuvent avoir aussi peu de vues en fait par rapport à leur nombre d'abonnés. Je suis toujours assez surpris de ça. Donc, mais on voit bien que toi même si t'es une petite chaîne qui est en devenir, hein, ce que tu montes, la communauté elle suit et c'est des vrais gens qui te suivent parce que ce qui est bien, oui. c'est que le contenu il est assez brut de décoffrage, donc en fait c'est soit on t'aime pas, tu vois. Et le truc c'est que vu que t'as pas ta langue dans ta poche avec Jean-Jacques et vous dites ce que vous pensez, bah forcément vous allez être amené à critiquer des gens, mais derrière on va aussi vous critiquer, c'est le jeu. Mais au moins vaut mieux être dans des cas de figure, voilà, bien dire ce qu'on pense, comme ça on dénote, Oui. et soit on nous aime, soit on nous aime pas. Donc ça c'est vraiment Ah oui. plutôt se la jouer, essayer d'être cool avec tout le monde et d'être Ah non, ça c'est clair. Non, moi c'est pas mon trip de toute façon. Voilà, moi je dis ce que je pense, je suis honnête, je suis quelqu'un de droit et d'honnête là-dessus et tout. Je cache pas et c'est vrai qu'on a un ton sur la chaîne qui est libre. Nous sommes une radio libre ici en fait. On peut tout parler. C'est pas Bisoursland. Parce que moi, je vais pas me mettre à genoux pour avoir 3 € sur un Tipeee, etc., etc. Parce que c'est ça aussi qui fait que les autres chaînes souvent sont en mode bisounours, c'est parce que en fait, ils sont dépendants comme des esclaves de l'oseille que donnent les gens, donc ils ont toujours peur que les gens prennent mal ce qu'ils vont dire, donc ils sont hyper passifs, hyper lisses pour pas justement perdre d'oseille, etc. Moi, c'est pas mon thème en fait ici et tout. Moi, En fait, tu vois, moi, on est en train de glisser sur un débat sur YouTube Game quand même. Ouais, je sais, ouais, c'est vrai. Ouais. Après, on est parti de la perte de poids pour finir sur les Tipeee. Pour faire un parallèle sur le feed game, moi, ce qui m'a surpris énormément, c'est les gens qui font des Tipeee pour les chaînes de hobby. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça avant, parce que dans le feed game, là, c'est impossible que les gens ils te donnent de l'argent, quoi. Il n'y a jamais de Tipeee, il n'y a jamais de dons, il n'y a jamais de tout ça, quoi. Moi j'ai été choqué quand je regardais au début French War Game Studio, parce que c'était la plus grosse chaîne, donc je regardais ce qu'ils faisaient, et je regardais des lives, t'avais des mecs qui lâchaient des 100, 200, 500 balles. Je sais. Pour le cul, quoi. J'ai halluciné complet, quoi. Moi aussi, j'avoue. Et mais là, tu dois parler, je pense, de la semaine caritative qui fait en fait. Non, je te parle bien avant. C'était quand j'ai repris il y a 3 ans. Donc j'étais vraiment sur le cul. Ou même Planet War Game, des mecs qui faisaient sur les lives qu'il faisait avec son copain à l'époque,
les mecs ils lâchaient des 100, 200, enfin Ouais. c'était complètement délirant. Donc moi c'était vraiment inconnu parce que dans le feed game, tu balances des vidéos YouTube toutes les semaines, les gens ils te mettent un like s'ils veulent ou un commentaire, mais jamais ils vont te donner d'argent. Et l'argent tu vas le gagner en ramenant le trafic chez toi, c'est-à-dire qu'en général dans le feed game, tu as 1% des abonnés qui achètent tes programmes. Donc, tu as beaucoup plus de monde, quoi, c'est ça le truc, quoi. le but c'est d'avoir un produit à vendre et d'avoir le maximum d'abonnés pour essayer de vendre le maximum de ton programme en fait. Et j'ai vu que dans le hobby, c'est pas du tout comme ça en fait. C'est les gens, ils font le maximum de vidéos pour ramener le maximum de contenu, pour avoir le maximum de tipeurs qui donnent de l'argent. C'est complètement autre chose. Bah, de toute façon, je pense que, déjà nous, bon, dans le hobby, on n'a pas beaucoup de monde. Enfin, on va dire que il y a beaucoup de chaînes qui se partagent très peu de gens en fait, qui sont sur YouTube et qui donnent. Les gens qui donnent. Mais vous, sur le fitness, il faut dire aussi qu'il y a énormément de coachs sur YouTube. Donc c'est clair que de faire son trou, c'est déjà difficile. Et puis en plus, demander de l'argent, entre guillemets, bah, le mec il va dire pourquoi lui donner de l'argent alors qu'il y en a 15 ou 20 autres qui vont le faire gratuitement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Après, Donc je pense... moi je Voilà. trouve qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'en fait, au final, par exemple, le contenu que tu fais, t'as d'autres youtubeurs qui font le même principe, et moi, le contenu que je propose, il y a d'autres coachs qui font pareil. Ouais. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas avoir ton audience. C'est le même principe qu'un barbier ou un coiffeur. Dans une ville, t'as combien de coiffeurs? Tu vas avoir 20, 30 coiffeurs, et au final, ils sont tous pleins, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que le coiffeur, il a du monde et que l'autre, il en a aussi? C'est simplement lié à la personnalité. Exactement. Ouais, bien sûr. Donc, t'as tout un pan de la population qui va apprécier ta personnalité, et puis l'autre, c'est pas leur truc, et ils vont aller ailleurs, tout simplement. Ouais, voilà, bien sûr, c'est ça, c'est clair. Mais c'est vrai que bon, après, l'oseille qu'il y a dans le hobby, on va dire, sur le YouTube Game, c'est tellement peanuts par rapport à ce qui tourne pour le jeu vidéo et compagnie, c'est des sommes, mais astronomiques, hein. Là, ils viennent quand même de soulever 2 millions d'euros pour faire un musée du jeu vidéo. Tu vois, une chaîne YouTube, là, ici Japon. Donc, ils ont soulevé quand même plus de 2 millions d'euros pour faire un musée du jeu vidéo en France. Mais nous, dans le hobby, mais jamais on pourra soulever des sommes comme ça. Même si c'est vrai, comme tu disais, à certains lives et tout, moi j'en ai vu, et c'était pas des trucs caritatifs, où les mecs, ils lâchaient des 100 euros, 200 euros à French Wargame et tout, etc. Et je me disais, waouh, putain, mais c'est des ouf, les mecs. Toi, t'arrives, t'envoies 2 euros et tout, tu fais ton petit truc, le mec, il arrive, il lâche 200 balles, tu fais, bon, ok, ça va, il y a encore des gens qui ont de l'argent, c'est cool. Ouais, donc, mais bon, après, c'est vrai que, de toute façon, c'est selon le nombre de personnes, on va dire, je pense que vous pouvez brasser plus de monde, les coachs, de toute façon, que nous dans le hobby, ça c'est clair et net, hein. Ouais, c'est sûr, le marché est beaucoup plus grand, et après derrière, l'avantage qu'on a, nous les coachs, c'est qu'on a systématiquement un produit à vendre. Et par contre, ce que je peux reprocher aux chaînes de hobby, c'est que souvent les youtubeurs, ils n'ont que de l'information à diffuser, mais ils n'ont pas de produit à vendre, quoi. Alors il y en a, ils ont des produits à vendre, mais c'est pas le cas de tous les youtubeurs. Par exemple, la fois dernière, tu avais invité Grégoric, et il disait qu'il avait une formation à vendre. Bah, ça c'est super en fait. Donc chaque youtubeur devrait avoir un produit à vendre en fait dans le hobby, et visiblement c'est pas le cas en fait. Bah, c'est parce que c'est pareil, Grégoric, là, en fait, là, il est en train de monter en place, de mettre en place, je crois, des cours de peinture. Mais en fait, le produit qu'il vend, c'est même pas ça, en fait. En gros, tu vas sur le Patreon et tu auras accès à des vidéos en avance par rapport aux youtubeurs. C'est-à-dire que tu auras un mois à l'avance les vidéos de Grégoric si tu prends son Patreon, et voilà, pour le soutenir. C'est souvent ça qu'ils vendent les youtubeurs et tout. Mais c'est très difficile pour un youtubeur hobby d'avoir quelque chose à vendre. Hormis s'il est juste peintre youtubeur. Bon bah là, oui, le mec il peut vendre des méthodes de peinture, des tutos, des machins, etc. Ils le font tous la plupart du temps. Mais sinon, si tu es
faire une chaîne hobby comme nous là, ce qu'on fait là avec Jean-Jacques, par exemple les podcasts, qu'est-ce que tu veux qu'on vende derrière, hormis peut-être une tasse avec nos tronches dessus ou ou un t-shirt. Tu prends les chaînes où ils font des rapports de bataille. Donc, par exemple, même sans forcément parler de compète, tu pourrais avoir par exemple un coaching où tu as le youtubeur qui te fait ta liste d'armées avec toi sur un coaching par exemple. Je dis ça parce que moi par exemple je me suis remis au hobby en reprenant, je sais pas comment faire, où aller, quoi prendre, où j'ai pas le temps de lire les... Moi mon problème c'est que j'ai pas le temps de lire les bouquins de règles. Ouais. Donc, ou les codex, tout ça. Donc faire une liste bien comme il faut avec ce que j'ai peint pour essayer de pas me faire rouler dessus en association. Par exemple, c'est le genre de coaching ou de prestation que je serais prêt à payer pour qu'on me fasse gagner du temps et puis que je sois bien coaché à ce niveau-là. Donc ça, c'est des choses que j'ai pas encore vues, tu vois. Donc, moi, je peux te donner une méthode simple et gratuite, tu vois, pour trouver en fait, pour t'aider pour tes listes d'armées. Il y a déjà, tu peux aller voir les chaînes compétitives comme French War Game Studio, si t'as un peu de temps. Sinon, tu regardes les rapports sur internet des compétitions où les mecs ils gagnent et tout, et tu regardes les listes méta qui fonctionnent très bien selon les armées. Et après, tu auras des listes déjà préfaites et tout, un peu comme, je sais pas si t'as déjà joué à Magic ou quoi que ce soit. Des fois, tu pouvais acheter des decks où tu avais le deck du mec qui avait gagné tel tournoi, tel autre truc et tout, etc., etc. Bon voilà, là en fin de compte, tu vas te retrouver avec des listes déjà préfaites et tout, et tu peux te baser là-dessus, on va dire, pour aller te battre. Je vais te faire un parallèle, je te dis, voilà, si tu me dis, alors, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme menu diététique, par exemple? Je veux dire, c'est simple, tu vas sur Google, tu tapes menu diététique et tu auras des menus diététiques. Ouais. Mais est-ce que c'est ce qui est bien pour toi? Est-ce que c'est ce que tu attends? C'est très long à faire. En fait, tu sais déjà, YouTube, moi personnellement, me prend énormément de temps. Je tout ce que j'ai à faire. Oui. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout le temps que ça te prend. Mais en fait, si tu veux vivre de YouTube, il faut avoir un produit à vendre. Après, si t'as pas de produit à vendre, ça restera un plaisir que tu t'offres pour le partager avec ta communauté. Mais moi je dis pour en revenir sur les listes, comme c'est une simple idée, mais je pense qu'il y a des marchés à prendre aussi pour les youtubeurs à vendre des prestations. Oui, sans doute. Sans doute, mais tu sais, moi je pense que sincèrement, avec ce qu'on donne nous en temps pour faire ça, c'est parce que maintenant YouTube c'est devenu de la merde, si je puis dire, en tant que rémunération. Mais de toute façon, dans la logique des choses, on devrait être mieux rémunéré, ça c'est clair et net. Même une petite chaîne, parce que on apporte quand même des choses par rapport au travail qu'on donne, etc., etc. Et après, dans un monde entre guillemets parfait, si je puis dire parfait, mais les gens devraient aider. Tu vois, par exemple, un youtubeur qui a 1000 personnes, si les 1000 followers ils le suivent et qu'ils donnent tous 1 euro, personne ne voit dans son budget 1 euro. Et puis le mec, ça lui fait 1000 balles à la fin du mois, il est content, tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas comme ça. On est dans une époque où c'est beaucoup de gratuit, beaucoup de trucs comme ça, etc., etc. Donc voilà, moi, un produit à vendre en tant que youtubeur hobby, j'en ai pas. Enfin, je peux pas, j'aurais pas le temps de le faire. Ça, c'est clair et net. J'aurais pas le temps de le faire. Voilà. Je peux pas me dire demain. Je vais faire, je sais pas, en plus des méthodes de peinture spéciales pour les gens, etc. Sur un Patreon à côté ou quoi que ce soit. Parce que ça veut dire que si je fais ça, ça veut dire que je fais moins de trucs sur ma chaîne YouTube obligatoirement parce que le temps n'est pas extensible. Donc c'est tout un truc. De toute façon, c'est un équilibre à trouver. Voilà, c'est quelque chose qui est pas facile, mais bon, voilà. Moi, pour l'instant, ça va. Je me plains pas de... Moi, je suis déjà content de ce que je fais et tout, de ce que j'arrive à faire. Et voilà. C'est déjà très très bien et tout, je trouve, où j'en suis à l'heure actuelle, et etc. Puis on prend du kiff aussi, c'est important aussi, ça. Je pense. Donc voilà, en fait, on va te retrouver donc sur plusieurs vidéos.
Oui, tout à fait. On va partir peut-être, je sais pas, vers 3-4 vidéos où tu vas parler, on va tâter le terrain, on va voir. J'espère que les gens seront au rendez-vous en fait des vidéos. Moi, j'ai déjà vu la première vidéo que tu m'as envoyée. Je trouve qu'elle est très très bien d'ailleurs. C'est très professionnel et tout. C'est top. Et moi, je trouvais ça vachement intéressant personnellement. Et je pense sincèrement que les gens devraient s'y intéresser parce que les exercices que t'as montré sur la vidéo là sont très très simples et sont très bien expliqués et très bien mis en œuvre et tout, etc. Et puis bon voilà quoi, tout le monde peut le faire et je trouve que c'est vachement bien quoi. Donc j'espère que les gens seront au rendez-vous de ces futurs rendez-vous qu'on va mettre en place. En fait, pour faire, moi ce que j'aimerais, c'est que par exemple, au début, on commence sur les exercices spécifiques à la peinture, c'est-à-dire Ouais. Les quelques mouvements que je peux faire avant de peindre et après de peindre, d'avoir Bien sûr. un panel où les gens vont apprécier plutôt tel mouvement ou tel mouvement et faire un peu leur petite routine. Mhm. Après, si les gens ont des questions ou des suggestions, élargir un peu plus le sujet, avoir des conseils nutritionnels, des conseils sur les compléments alimentaires, des conseils Mhm. sur des mouvements qui ne sont pas forcément que liés au hobby, hein, mais après, forcément, tout va être ensemble. Mais par exemple, pour avoir un peu plus de conditions physiques ou autre, ça se con, hein, mais par exemple, si tu arrives à faire baisser de 10 points ta fréquence cardiaque, c'est-à-dire tu as une fréquence cardiaque de repos de 80, si tu l'avais fait baisser à 70, tu gagnes 2 ans de vie en fait. D'accord. Donc 10 points de fréquence cardiaque, si tu fais 30 minutes de marche à pied 3-4 fois semaine, tu peux facilement les descendre en fait. Ou si tu... Fréquence cardiaque, tu veux dire c'est la tension, c'est ça? Fréquence cardiaque au repos, c'est-à-dire ton pouls. Ouais, d'accord. Si tu t'assois, si tu t'allonges là sur ton canapé, tu prends ton pouls et tu regardes combien tu fais de battements du cœur en 60 secondes. Ça va te donner ta fréquence cardiaque. Là, ta fréquence cardiaque, si tu la baisses de 10 points, tu gagnes 2 ans de vie. Donc ça, c'est un simple exemple pour sensibiliser les gens. Et après aussi, là où je voulais en venir également, c'est que parfois les gens disent des phrases toutes faites du style ouais, bon, le sport, tu sais, ou faut bien mourir de quelque chose. Donc quand ils fument comme des pompiers ou qu'ils font pas attention à la bouffe, tout ça. Donc beaucoup de gens qui ont un peu des phrases toutes faites comme ça pour se dédouaner un peu de rien faire ou de s'en foutre un peu de leur santé. Et moi dans ma carrière j'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai eu des centaines de personnes en suivi et j'en ai aussi qui sont partis, qui sont décédés. Et j'ai eu des gens qui ont un peu brûlé la chandelle par les deux bouts et qui ont vraiment tiré sur la corde, qui fait que ça les a amenés malheureusement à décéder. Et j'ai eu l'occasion, pas à des dizaines de reprises heureusement, mais j'ai eu l'occasion à 2 reprises dans ma carrière d'avoir des gens aussi qui arrivaient à l'hôpital m'ont dit, j'ai eu ces mots de me dire Jérôme, je regrette d'avoir pris soin de moi, d'avoir fait nimp, d'avoir trop fumé, d'avoir trop bu, d'avoir rien foutu et j'aurais mieux fait de suivre tes conseils plus tôt ou autre et j'ai eu déjà des situations comme ça. Alors je fais pas ça pour faire du drama ou pour faire culpabiliser les gens, mais tant qu'il t'arrive rien, tu peux toujours te dire je m'en fous des conseils de Jérôme, mais le jour où il t'arrive quelque chose et t'as pas de phase réversible, c'est là où tu te mords les doigts et moi il n'y a rien de pire, c'est de se dire que quelqu'un, comme là j'avais un couple de personnes ils avaient fait le suivi avec moi, ils étaient diabétiques, type 2, donc des gens qui ont attrapé le diabète en bouffant comme 4 et en buvant énormément de mauvaises boissons, de l'alcool, etc. Et en quelques mois, ils étaient quasiment sortis du diabète, en baissant tous les marqueurs sur les prises de sang. Et puis après, ils ont abandonné, puis ils sont repartis dans leur travers. Et là, le monsieur a des problèmes de santé sérieux. Et ça me met un peu en rage qu'après, chacun fait ce qu'il veut, certes. Mais il faut aussi penser à son entourage, les gens qui nous aiment. Et je trouve que un minimum d'activité physique, quelques mouvements qui te font du bien, prendre soin de toi, pas forcément 2 heures par jour, mais juste 10-15 minutes, et après chercher à augmenter un petit peu ce temps-là pour bien vieillir, puis profiter de ton hobby, parce que
moi ce que je vois, ce que j'ai envie, c'est qu'à la retraite, je puisse jouer toujours en asso, jouer avec mon frangin, et, tout en ayant 80 ans et toujours être content de faire des parties de Warhammer 40 000. Donc le message il est surtout sur ça, c'est plus de la bienveillance et puis pas de la mise en garde, c'est pas le mot, c'est plutôt de la prévention, et puis amener les gens à bouger un petit peu, puis après si ça plaît et que les gens ils en redemandent, ben moi j'ai des centaines et des centaines d'exercices à proposer. D'accord. Il y a de quoi faire toute l'année, hein. Donc on peut alimenter toutes les semaines, 3 exos toutes les semaines, toute l'année, il n'y a aucun souci, hein. Pas de problème. D'accord. Bon, alors, je vais quand même rebondir sur le fait que tu disais, là, à 80 ans, avec le hobby, avec ton frère, tout ça et tout. Bisous, bisous, gentil bisounours. Voilà. Je vais réagir comme ça. Parce que c'était une phase bisounours, ouais. Pour moi, parce que je pense que, sincèrement, comment dire, je pense que c'est une vision idyllique en fait de la chose et tout, et j'espère et je te le souhaite de tout mon cœur que ça se passe comme ça, mais moi voilà, je pense pas que qu'on vivra ça, mais bon, ça c'est une autre histoire, comme j'ai dit dans mes trucs, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vrai qu'on peut faire un quart d'heure et puis après augmenter et tout, etc. Ce qu'il y a, c'est que c'est le début en fait qui est toujours difficile, c'est de se mettre en route en fait. Et c'est ça qui c'est dans le début en fait où il faut toujours se mettre un coup de pompe au cul pour pouvoir faire les choses. Et c'est clair, par contre, une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'une fois qu'on a commencé, faut pas lâcher de toute façon quoi qu'on fasse. Faut jamais rien lâcher et tout, parce que sinon ça veut dire enfin à mes yeux, à moi, qu'on ne respecte pas le travail qu'on a fait jusque-là. Admettons, tu fais un régime, tu perds 40 kilos et tout, t'es bien, bah t'arrêtes pas. Enfin, voilà, va pas non plus faire 20 kilos, quoi, va pas devenir anorexique, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois maintenir ton truc parce que tu t'es fait chier à faire ça. Tu t'es battu pour faire ça. Tu t'es donné la peine de faire ça. Donc, tu te dois de respecter ce que tu as fait. Voilà. C'est ma vision des choses et tout. Et je trouve ça dommage que quand on se fait chier à faire quelque chose et qu'on se bat pour ça, bah, qu'on abandonne. Je trouve ça triste. Et je comprends quand tu nous racontes tout ça. Et donc voilà. En tout cas, moi je suis content de t'accueillir, enfin d'accueillir les exercices là, comme tu m'as montré, parce que je les trouve vraiment super sympas. Et puis très simple à faire en fait. Moi c'est ce qui m'a sauté aux yeux, voilà, la simplicité et le temps que ça prend. Enfin voilà, c'est super rapide quoi. En fait, si tu préfères sur les mouvements, tu vas avoir des gens qui vont dire bah moi je peux pas faire de sport parce que j'ai un problème de dos. Et en fait, dans mon quotidien, je coach des gens qui ont des pathologies sévères, hein. J'ai même une dame qui a une maladie où elle a plus ses jambes et elle a 2 bras avec dont un qui a 3 doigts. Enfin, elle est dans une situation pas possible et on lui fait un programme et elle s'y tient. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est le mouvement en fait qui va enlever la douleur en fait. C'est par le mouvement que tu enlèves la douleur. Donc si tu as mal au dos, que tu es inactif, ça ne pourra que entretenir ou amplifier. Donc il faut bouger, il faut juste savoir quoi faire comme mouvement. Sur cet exercice de dos, on va pas te demander de faire du trampoline, mais tu peux faire des mouvements qui font du bien quoi. C'est de la merde le trampoline. Par contre après, pour en revenir à ce que tu disais sur le début, le plus dur c'est de commencer, c'est parce qu'en fait au départ il faut un déclic, hein, donc il faut un élément déclencheur. Donc l'élément déclencheur, je peux t'en citer une liste longue comme mon bras, mais tu vas avoir par exemple des vacances, tu vas avoir à préparer, tu vas avoir par exemple tu veux rencontrer quelqu'un ou tu t'es fait plaquer, tu vas avoir, c'est plus dans ce sens là d'ailleurs, les gens qui se font plaquer ils viennent vers moi pour on va dire retrouver la ligne pour pouvoir retrouver l'amour, ou bien des gens qui ont un souci de santé, ou enfin voilà, ça passe toujours par un élément déclencheur, et parfois un élément déclencheur négatif peut être aussi positif. C'est-à-dire si t'as un problème, si t'as mal au dos et que t'es obligé t'en as marre d'avoir mal, parce qu'à un moment donné quand t'as mal t'es prêt à tout, donc si on te dit il faut
faut faire des claquettes et du jonglage en même temps pour qu'il ait mal au dos, t'es prêt à le faire. Oh putain. Donc quelqu'un qui est en souffrance, il est prêt à tout. Donc il faut un élément déclencheur. Après, quand tu disais la personne qui a perdu 40 kilos, c'est dommage de tout arrêter, de tout reprendre, ça fait référence à la motivation. Et en fait, la motivation, t'es jamais motivé toute l'année. C'est comme pour le boulot, comme peindre ou autre. Hein. Des fois, t'as pas envie de peindre. Mais si t'as une discipline, la discipline, elle, va toujours te rattraper. Et si tu tiens un plan de match, même si t'es pas motivé, tu vas le faire. C'est-à-dire, si tu t'es dit, bah voilà, tous les matins, après mon petit-déj, je fais mes 3 exercices, ou avant ma séance, bah c'est acté que à 7h50 ou 8h30, tu fais tes 3 exos. Et c'est devenu une routine et c'est une discipline que tu t'imposes, même si tu n'as pas envie de le faire. La discipline et la motivation, c'est 2 éléments qui sont reliés. Sauf que la discipline, en fait, si tu sais l'instaurer par une habitude qui se met en place tous les jours, ou une manière hebdomadaire, bah, si tu t'y tiens, tu vas savoir la préserver toute l'année, alors que la motivation, c'est un peu comme une vague, en fait. T'es jamais motivé toute l'année, quoi. Donc c'est pour ça que moi je veux amener les gens à faire des petites choses très très souvent. Ouais, t'as raison. C'est ça qui amène une discipline et qui amène une rigueur qui fait que tu vas pas décrocher, quoi. Oui, de toute façon, c'est avec les petits efforts qu'on en fait des plus grands après, etc. C'est clair et net. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Jean-Jacques, tu... Non, mais j'écoute gentiment. Hein, D'accord. Tu fais le public, tu applaudis, quand tu fais. C'est ça. D'accord. Non, mais c'est bien. Et Jean-Jacques, tu me disais que tu avais repris une activité physique parce qu'à un moment donné, tu sentais que la santé n'était pas au beau fixe, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai essayé en tout cas. J'ai fait ça progressivement, tu vois. J'ai commencé par marcher juste 30 minutes, et même pas vite. Puis voilà, puis après j'ai... Hein, ouais, non, bien sûr, mais c'est juste pour dire qu'en fait, par rapport à ce que dit Jérôme, c'est qu'on peut commencer de tout petit. Et même, en fait, je pense qu'il faut conseiller à tout le monde de commencer petit, quoi. Bien sûr. Parce que déjà, ça sert à rien de s'envoyer à fond. Ah non. Puis voilà, et de petit, bah, tu élargis, puis voilà, quoi. Ouais, c'est clair. Mais aujourd'hui encore, moi je suis pas un sportif de ouf, mais voilà. Ouais, mais attends, tu fais tes trucs tous les jours, je suis désolé, donc c'est pas de la merde, hein. C'est vraiment bien ce que tu fais, moi je trouve. On essaie. Non, c'est bien, tu le fais. C'est pas on essaie, c'est tu le fais. Donc c'est bien, désolé. Donc c'est de la course à pied que tu fais, Jean-Jacques? Ouais, en fait, je suis pas... Là, actuellement, je fais moitié-moitié, quoi, tu vois. Je fais un peu de marche rapide, après je cours, après je fais de marche rapide. En plus, il va tellement vite qu'il mange des moustiques. Donc, je cours là, ouais, je respire par la bouche. Ouais. Non, je dois faire... là, en ce moment, je dois faire 2 bornes de marche et 4 bornes de course. C'est très bien. 4 fois par semaine, ouais. C'est bien. Donc tu vois, par exemple, ce que tu fais qui est une très bonne chose, si tu alternais avec des exercices de renforcement et d'étirement, et ben tu aurais les 3 domaines pour être en santé au niveau physique. C'est-à-dire il faut faire une activité aérobique, donc la marche ou la course ou du vélo, piscine, l'activité qui fait augmenter ton rythme cardiaque, et après derrière il faut une activité de renforcement, donc renforcement musculaire, donc des des petits exercices au poids du corps ou avec élastique ou en salle, hein, selon le temps qu'on a, et après tout ce qui est mobilité et étirement. Donc mobilité, c'est parce que tu peux être souple mais pas mobile, et inversement. Donc mobilité, ça va être des choses qui sont souvent mis un peu de côté parce que les gens pensent que c'est que aller attraper son pied ou mettre sa main dans le dos. Non, c'est mobilité, c'est la mobilité des articulations du bassin qui sont tout aussi importantes que d'être capable de tendre ses genoux en fait en étant assis. Donc, non mais ça je te crois sur parole, c'est sacré. Je donne une petite anecdote. Il y a 2 ans, j'ai voulu me remettre au badminton. C'est pas des conneries, je vous dis. Donc déjà, tu vois, je courais et tout quand même, tu vois. Je marchais, je fais de la marche rapide, je courais un peu, tout ça. Donc je me considérais comme pas en forme olympique, tu vois, mais ça va, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. Et donc j'y vais, premier cours. C'est un sport d'appui. Je pose un appui un peu fort, claquage.
J'ai même pas fait, je crois, 30 minutes. Enfin, j'étais claqué, quoi. Et franchement, bien claqué en plus. Et j'ai fait de la kiné et le mec me disait, bah en fait, si tu t'étires comme ça, on va dire un peu tous les jours, quoi, t'auras jamais de problème de claquage et tout, quoi. C'est Ouais. juste qu'en fait, c'est comme un élastique. Là, ton élastique, il était pas capable d'encaisser en fait enfin, Ouais. l'élasticité demandée et ça a craqué, quoi. En fait. Ouais. À ta défense, badminton, c'est un sport ultra agressif pour les articulations. Oh oui. Oh oui. Donc, surtout parce que toi, tu as la quarantaine aussi, Jean-Jacques, j'imagine. Hein. Ouais, petite quarantaine, hein, 44. Donc, moi, par exemple, moi-même, quand on m'invite chez des amis pour une soirée, si on me demande de jouer au badminton, j'y jouerai pas en fait. Ah, parce que D'accord. c'est traumatisant pour. En fait, je sais pas, comme par exemple, là c'est les sports d'hiver, les gens me demandent pourquoi je skie pas en fait. Bah déjà en fait, Ouais. si je me pète une jambe, je suis foutu en fait. Donc Oui, c'est clair. déjà, mais après le badminton, il faudrait que je fasse un échauffement 15-20 minutes avant de taper la balle, quoi, parce que c'est que des déplacements latéraux, c'est un sport unilatéral, c'est-à-dire que tu frappes toujours avec le même bras, du même côté, tu vas dans tous les sens, c'est hyper cardio, enfin c'est la dernière chose à reprendre comme activité après 40 ans, tu vois. Donc c'est pas du tout recommandé, il faut vraiment avoir un très bon niveau sportif pour se remettre à ça. Donc à ta défense, c'est un peu normal que tu t'es fait mal rapidement en fait, même si tu avais déjà un peu de cardio en fond de caisse, quoi. Donc Ouais, ça suffit pas, quoi. en fait, c'est des cheminements, c'est-à-dire que là, il aurait fallu par exemple que tu fasses un peu de remise en forme en salle pour reprendre un peu de forme musculaire associée avec des assouplissements ou un cours de Mhm. stretching ou même un peu de yoga, hein, tu sais, et derrière après faire un petit coaching avec une personne en badminton pour échanger les balles, pour que ce soit progressif, pour après petit à petit intégrer le groupe de l'association pour taper la balle tous les dimanches par exemple. Mais ça, les gens ne font jamais ça. Généralement, tu as envie de jouer en fait. Tu vois, tu prends ta raquette, tu as envie de taper dans la balle. Donc, Bien sûr. Bien je sûr. vais me faire une préparation physique pour taper dans la balle le dimanche matin. Mais au final, c'est ce qu'il faudrait. C'est pour ça qu'il y a aussi des accidents, des gens qui font des crises cardiaques ou des gens qui ont des problèmes. Tout simplement, c'est comme les sportifs du dimanche. Il vaut mieux marcher comme tu fais ou courir 3-4 fois une demi-heure par semaine que le sportif du dimanche qui va faire un footing d'une heure et demie à plus de 40 ans que le dimanche, quoi. Il n'y a rien de plus agressif pour le corps de faire une heure et demie de cardio une fois par semaine après 40 ans. Le corps, c'est un animal routinier en fait. On est des animaux qui apprécions la répétition modérée. Donc si tu fais un truc hyper agressif d'une heure et demie, ça va être perçu comme un stress, ça va être contre-productif et ça va plus te faire du mal que de faire 30 minutes de marche rapide par jour en fait. Ouais, tout à Je voulais fait. revenir tout à l'heure, tu parlais du rythme cardiaque et tout au repos là. Tu disais, ouais, voilà, plus tu le ralentis de 10 points et tout, ça te fait 2 ans de vie supplémentaires. Ça m'a fait penser au maître de Shiryu dans Senseiya qui avait ralenti son truc et que le mec il avait 300 ans ou je sais plus quoi, bon bref. Doku, le chevalier de la balance. Mais c'est quoi le nombre de pulsations que tu dois avoir par minute? Parce qu'on l'avait pas fini du coup le truc. Alors, C'est en fait, différent par chaque personne est différente, non, par rapport ça à va ça? être encore une fois, c'est un peu comme les calories ou les heures de sommeil, ça va être des moyennes. Mais si tu as un rythme du cœur de 60 battements par minute, tu peux dire que tu as un bon rythme cardiaque. D'accord. Après, si tu à 70, ça pose pas de problème, si tu es sédentaire, c'est normal, vu ton gabarit, tout ça. Mais si tu commences à aller dans les 80 au repos, tu as intérêt à te prendre en main parce que ça veut dire qu'en fait, tu es en train d'user ton cœur, c'est-à-dire que lui, il n'est pas assez développé, il n'est pas assez musclé, donc il est en train de pomper plus vite que ce qu'il devrait pour emmener le sang partout où il doit aller, parce que peut-être que tu as de l'embonpoint ou que tu es ultra sédentaire, et du coup, Mhm. il va s'user plus vite, hein, c'est comme un moteur. Hein. Bien sûr. Donc du coup, si plus tu as une fréquence cardiaque basse, plus le muscle est puissant, le muscle cardiaque est puissant, donc quand il pompe, il envoie d'un coup suffisamment de sang pour irriguer tout le corps. Du coup, il est en mode tranquillou parce qu'il est balèze, quoi. Donc, pour qu'il soit balèze, il faut qu'il soit entraîné comme un muscle. En fait, c'est un muscle cardiaque. Mais ceci dit, D'accord. les références que tu fais avec le Chevalier du Zodiac, mais tu t'imagines même pas à quel point c'est
tout ce qu'ils font comme référence, c'est hyper vrai en fait. Même Ah ouais. des films comme Ken le Survivant ou des films comme Dragon Ball, en fait, ça fait référence à chaque fois aux points vitaux, au hara, Ouais. à l'énergie vitale, à plein de choses en fait que tu trouves ça un peu irrationnel, mais ça fait référence. Eux, ils se sont inspirés des arts martiaux, du yoga, ils se sont Bien inspirés sûr. de la mythologie. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraies dedans. Donc après, c'est extrapolé pour les dessins animés, mais il y a un fond de vérité dans tout ce qui est utilisé, quoi. Donc par exemple, le fait de faire baisser son rythme cardiaque, bah, tu prends un cycliste de haut niveau, c'est un truc de malade. Les mecs, ils ont des rythmes cardiaques à 40, 45 au repos, voire plus bas. T'hallucines, quoi. Donc, moi, j'avais un athlète, il était à 35. C'était un truc de fou, quoi. Donc, le mec, son cœur, il fait la moitié de son tronc, quoi. Je suis en train d'imaginer là. Son cœur fait la moitié de son tronc. J'imagine le truc et tout. Le bordel. Non mais c'est clair. C'est clair qu'il y a des trucs. Enfin, plein on va dire d'habitudes, de bonnes habitudes à prendre en fait. Voilà, c'est ça. Mais bon, comme on sait à chaque fois, c'est toujours les mauvaises habitudes qui sont plus simples à prendre que les bonnes. Mais il faut qu'on change ça. Il faut qu'on dépense moins dans notre hobby et il faut qu'on se prenne un peu plus en main de ce côté-là. Ce serait pas mal. Bah voilà, t'as des questions, Jean-Jacques? Non, mais écoute, on verra les vidéos, hein. Écoute, je vais regarder ça avec attention. Bah moi, la vidéo, je l'ai vue et elle est vraiment bien. Voilà, elle est vraiment bien. Je pense que ça va plaire aux gens quand même. Alors, les rendez-vous, ce sera le dimanche matin à 10h du matin, de toute façon. Donc, quand vous entendrez ce podcast, vous pouvez être sûr que la première vidéo sortira le dimanche à 10h du matin. Voilà, comme ça, comme c'est le dimanche, vous êtes tranquille. Vous pouvez bien regarder la vidéo, vous allez pouvoir appréhender, etc. Et vous allez pouvoir commencer tranquillement à faire tous ces exercices que Jérôme nous propose gratuitement, justement, gracieusement, gentiment. C'est de son temps qu'il prend. Voilà, comme nous, on prend toujours de notre temps pour vous faire plaisir. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous fera plaisir de voir ça, parce que je trouve que c'est une super démarche quand même, que ce mec est professionnel et qui vient vous donner ça, qui vient nous donner ça et tout. Donc voilà, il n'était pas obligé, enfin voilà, mais ça lui fait plaisir, etc. Et donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ok. Tu as quelque chose à rajouter, Jérôme? Bah, en fait, c'est intéressant ce que tu as dit juste avant. Là, tu disais il faut qu'on fasse, il faut. Là, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui ont apprécié le podcast mettent dans les commentaires la première chose qu'ils vont faire en activité physique à l'issue de ce podcast, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire demain, dimanche, est-ce que tu vas faire à 10h les exercices, ou est-ce que dès demain tu vas dire bon bah allez, je fais 30 minutes de marche, ou est-ce que je vais faire mes étirements, est-ce que je vais reprendre une activité que j'avais dans le passé. Note dans les commentaires la première chose que tu vas faire suite à ce podcast, si t'as parlé, que tu t'es dit bah tiens ouais ils ont raison ces gaillards, je vais faire quelque chose, mais si tu dis pas à quel moment tu vas le faire, tu vas toujours reporter, tu vas dire il faut que je fasse. Donc là dans les commentaires tu dis bah vendredi je fais ci, je fais ça, samedi je fais ça, ou dimanche matin à 10h je suis là, je fais les vidéos je fais les exercices pendant que les vidéos passent. Oui. Hein, donc après, là, je donnais quelques conseils. Si tu veux des conseils complémentaires, bah, tu les as sur ma chaîne YouTube. Toutes les semaines, je mets du contenu divers et varié. Il y a plus de 900 vidéos sur ma chaîne. Pareil, c'est du contenu. De toute façon, je mettrai les liens. Hein. Vous aurez les liens de la chaîne de Jérôme pour aller voir. C'est vrai que sa chaîne, elle est vachement complète. J'ai été voir, etc. Donc, vous aurez, si vous en voulez en savoir plus, vous aurez la chaîne de Jérôme. Il faudra aller voir Jérôme directement. Et puis, vous pourrez prendre contact avec lui si vous voulez en savoir plus, etc. Me demandez pas à moi, les gars. Hein. Sérieux. Hein. Parce que, voilà. Moi, je suis pas. Donc, il faudra après aller voir. C'est Jérôme qui fait le service après-vente. Hein. Mais vous pouvez dire dans les commentaires, bien sûr, comme Jérôme le dit là, si ça vous intéresse vraiment, si vous allez vous y mettre. Moi, je vous conseille vraiment, de toute façon, les trucs d'étirement là. Franchement, moi, personnellement, je vais le mettre dans mon truc parce que moi, j'ai déjà eu des problèmes de dos et tout, etc. Et bon, là, ça va mieux.
Mais je touche du bois. Mais voilà, quoi. Mais ça, c'est un truc que je trouve génial. Donc ça, moi, je vais le mettre en place. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est clair que moi, je sais ce que c'est d'avoir mal au dos. Et c'est la merde. Donc c'est vraiment la merde. Hein. Quand vous avez vraiment... tiens, je vais faire une petite tranche de vie. Quand vous avez vraiment le dos qui est ruiné, que vous pouvez plus bouger, vous pouvez pas savoir comment vous ressentez, mais à l'intérieur de vous, vous êtes une merde. Et je dis bien une merde. C'est-à-dire que vous ne valez plus rien. Plus rien. Mais même pas une cacahuète. Dans ta tête, t'es là, tu te dis, mais putain, mais comment ça peut te ruiner à ce point-là? C'est une dinguerie. Donc, dans tous les cas de figure, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on soit ceci, cela, on s'en bat les couilles, ça touche tout le monde, le dos. Ça touche tout le monde. C'est une des entre guillemets, hein, je veux dire des gros guillemets, c'est une des maladies du siècle, si je puis dire, le dos. Il y a beaucoup de problèmes de dos. Donc, moi, je vous conseille vraiment de prendre soin de votre dos. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de sports traumatisants quand j'étais plus jeune. Je me suis flingué de partout. De toute façon, je suis déglingué de partout. Mais le dos, c'est vachement important. Et ça vous met à terre, mais le plus grand colosse de la planète. Voilà. Donc, faites attention à votre dos. Déjà, un truc tout con. Mais ça, déjà, première chose, faites attention à ça. Voilà. C'est hyper important. Parce que comme le disait Jérôme, quand on se baisse sur les parties, quand on fait des trucs comme ça, c'est une catastrophe. C'est pas bon pour le dos. Selon comment on se comment on se tient au bureau, etc., c'est une catastrophe. Donc, moi, je vous conseille vraiment, parce que je sais ce que ça fait, de faire attention à votre dos, parce que vous avez surtout pas envie de vivre ce que personnellement j'ai vécu. Ça, je peux vous le certifier. Voilà, ça c'était ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Vous êtes là, les gars? Je suis tout seul. C'était ton témoignage. De toute façon, c'est pour ça, moi, je peux dire tout ce que je veux. C'est toujours plus important, c'est quand les gens témoignent de leur passif, et puis aussi de dire ce qu'ils en pensent des exercices. Si ça plaît, les exercices, dites-le, et moi, ça fera un plaisir d'en faire. Après, les gens pourraient penser que je suis là pour vendre le truc, quoi, mais j'ai déjà des journées très très remplies, donc je suis pas là pour... je suis pas un marchand de tapis. Après, c'est vrai que j'ai des programmes en ligne, évidemment, quoi. Et là, c'est vraiment un plaisir de partager ça avec des hobbies. Moi, ça me met un pied dedans, puis ça me fait plaisir de partager le savoir dans le domaine du hobby. Et puis, si ça plaît et que les gens suivent, ce sera avec grand plaisir pour continuer ensemble. Et si ça soulage certaines personnes, le meilleur commentaire que je puisse avoir, c'est sur la chaîne de Fred. Il y en a un qui dit depuis que je fais ça, j'ai moins mal, je me sens mieux. Bon, là, c'est rien qu'un commentaire comme ça. Pour moi, c'est gagné. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu le retour de... Moi, je vais le faire. Je vais le faire. Donc, moi, t'auras, si ça me fait du bien et tout, de toute façon, t'auras mon commentaire déjà, au moins le mien. Voilà. Voilà, parce que non, mais moi, je vais le faire. Non, parce que les problèmes de dos et tout, ça m'a bien cassé les couilles. Donc voilà. Mais bon. Donc voilà. Jean-Jacques, c'est bon? Ouais, nickel. Nickel. C'est bon. Nickel. Bon, écoutez, je te remercie, Jérôme, d'être venu sur la chaîne pour expliquer tout ça, d'avoir pris de ton temps, c'est super sympa de ta part. Merci à toi aussi, vraiment un grand merci pour la vidéo, parce que je sais que c'est du temps, elle est super professionnelle, ta vidéo, franchement, elle est top. Donc, je te remercie vraiment beaucoup de ça, vraiment, parce que je trouve que c'est bien ce que tu fais, voilà, tout simplement, donc il faut le dire. Quand les choses sont bien faites, il faut le dire aussi. Donc, je te remercie pour ça, je te remercie d'être passé... pour nous parler de tout ça. Ouais, merci à toi, Jérôme. Merci à vous deux, et puis... de rien, avec plaisir. Une fois pour soit un prochain podcast sur un autre sujet, ou sinon sur les vidéos du dimanche. Non, Jérôme, non, tu vois, tu ne suis pas. On a arrêté les GG du dimanche. Non, mais du coup, c'est les exercices du dimanche. Ah oui, les exercices, d'accord. Je croyais que parce que tout le monde n'arrête pas de nous dire putain, vous avez arrêté les GG du dimanche, les gars. C'est vrai qu'on aimait bien, mais après, derrière, vous êtes fait rattraper par la patrouille ou quoi, là? Parce qu'en fait, on a plein d'autres projets et on n'a pas le temps. Enfin, tu vois, le temps n'est pas extensible, toi-même, tu sais, hein. Tu peux pas. Honnêtement, il y a plein d'autres. Je me doute bien que si tu disais que tu enregistrais ça le samedi,
Oui. Je me mets à la place de Jean-Jacques et tout, c'est pas évident quoi. Ah oui, Jean-Jacques, il a une vie de famille. Moi, je suis un no-life, donc moi, ça va. Mais Jean-Jacques, lui, a une vie de famille, ça et tout, donc c'est vrai que c'est pas facile. Puis voilà, donc voilà. Mais même sans ça et tout, avec tous les autres projets qu'on a et qu'on veut faire, ça prend énormément de temps. Un truc tout con, tu veux lire, tu veux faire une vidéo de lore. Faut pas croire que quand tu vois une vidéo de lore d'un quart d'heure, que ça t'a pris qu'un quart d'heure dans ta vie. Non, c'est pas vrai. Ça t'a pris au moins 3 heures. Donc voilà. Hein. Donc c'est pour ça, il y a plein de trucs comme ça qui prennent énormément de temps. Mais on s'interdit pas de refaire une fois de temps en temps des GG du dimanche parce que c'est quelque chose qui nous plaisait et auquel on s'éclatait bien. Mais il y a trop de projets, on fait beaucoup de choses, on a beaucoup de choses en vue, donc ça, on a été obligé de mettre ça en stand-by. Voilà. Et donc voilà. Voilà. Bon écoutez, moi je vais, on va clôturer. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée les petits loups, selon comment vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao, ciao les petits loups.